et ses camarades Poutine qui m'a interrogé. Ils m'ont proposé de travailler pour le service des illégaux dans le KGB. Et ils vont dans votre école primaire. Ils se croyaient un peu James Bond pour infiltrer les nains avec le statut d'illégal. Je possédais le plus grand secret d'État à cette époque-là. Maintenant, je suis devenu une bête à abattre. Même jusqu'à maintenant, je suis officier de réserve. Votre agent, c'est un outil. C'est un Kleenex. Poutine ne fait jamais marche arrière. Sergueï, bonjour. Bonjour César. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. On a plein de choses à évoquer ensemble. Évidemment, votre passé, l'actualité aussi récente en termes de renseignements, parce qu'il y a plein de choses à dire. J'avais vu effectivement pas mal de vos interviews. Vous disiez, j'ai pas choisi d'être espion. C'est le KGB qui a décidé que je le devienne. Alors évidemment, il fallait votre accord. Vous parlez souvent de votre talent locuteur français. En expliquant que c'est souvent en lien. Moi, je suis d'abord, première question, que vous puissiez vous présenter rapidement et que vous nous expliquiez comment le KGB vous a enrôlé. Donc c'est une longue histoire. Bien évidemment, je renvoie aussi nos éditeurs à ma biographie qui a été publiée, comme ça m'éviterait d'en parler trop. Mais d'ailleurs, dans le livre de l'ombre des légendes, j'ai mis un petit chapitre qui est consacré à ma carrière, comme ça c'est plus facile. Mais en gros, en fait, je suis né en 1961 à Moscou. En pleine guerre froide. J'ai vécu très longtemps dans ma jeunesse avec mes parents dans une ville qui était fermée, qui était à côté de Moscou, une petite ville de 160 000 habitants, qui était le centre d'électronique soviétique. Ça s'appelait Zelenograd, ville verte en russe. Et dans cette ville, on était dans un cocon. Mais très rapidement, j'ai constaté chez moi un intérêt pour les langues étrangères. Donc à l'âge de 8 ans, je commençais à apprendre moi-même l'allemand parce que ça me démangeait, et surtout parce que ma sœur en fait apprenait l'anglais et moi on m'a pas donné à apprendre une langue étrangère parce qu'elle était dans une classe avec les enfants de la nomenclatura locale. Donc par jalousie, j'ai commencé à apprendre tout seul l'allemand. Après est venu l'anglais. Et c'est la langue étrangère principalement qui m'a fait intéresser aussi aux relations internationales. Comme ça, je suis rentré dans une université qui s'appelle le MGIMO, l'Institut d'État des Relations Internationales, qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères et qui forme les futurs diplomates, les futurs commerçants, journalistes ou les juristes internationaux, mais aussi les espions. Voilà. Et donc, en fait, le KGB cherche, c'est une des bases de recherche de futurs éléments opérationnels pour le KGB. Et donc, bien évidemment, on était tous observés. Nos professeurs de langue, parce qu'on m'a donné à apprendre le français, à partir de 0, à l'âge de 18 ans. J'étais d'abord déçu parce que je voulais continuer à apprendre l'anglais, à perfectionner l'anglais. Et finalement, j'étais convaincu très rapidement parce que le français m'a plu. J'ai plu moi-même au français. Donc c'était une rencontre qui s'est passée avec pas mal de succès. Et c'est cette langue qui m'a mis directement dans les bras du KGB à 2 reprises. La première, c'était en 1980 pendant les Jeux Olympiques de Moscou, où j'ai eu une conversation trop longue selon les autorités locales avec un Français par téléphone. Et donc, on m'a convoqué au KGB et ses camarades Poutine qui m'a interrogé en 1980. Donc le KGB, il a voulu me mettre en prison, il n'a pas réussi, heureusement, mais le KGB a commencé à s'intéresser sérieusement à moi à cette époque-là. Et quelques mois plus tard, j'ai participé de mon propre chef à un concours linguistique de Radio France Internationale, en envoyant un télégramme depuis la ville fermée de Zelenograd à Paris, donc qui a aussi alerté le KGB, il croyait que j'étais un espion français. Et puis après, finalement, ils ont constaté que j'étais tout simplement insatiable par rapport à cette linguistique qui m'intéressait, et ils m'ont proposé de travailler pour le service des illégaux dans le KGB. Donc qui correspond au service des clandestins tel qu'on l'entend en France ? Oui, tout à fait. Même plus que ça, parce que par exemple, si nos auditeurs ont regardé la fameuse série Le Bureau des légendes, donc en fait, le service français
crée les légendes, mais la plupart du temps, c'est les légendes françaises. Ça veut dire on vous donne une nouvelle identité, mais c'est une identité française. Tandis que chez les Russes, chez les Allemands de l'Est, chez les Cubains ou chez les Nord-Coréens, on crée en fait les légendes étrangères. Parce qu'il faut passer, en fait, les Soviétiques à l'époque ou les Russes de maintenant sont tout de suite repérés, et donc bien évidemment on se méfie un peu d'eux, tandis que si on prend une identité étrangère, surtout amicale, soit locale, en France par exemple le français, ou d'un pays de l'OTAN, qui est donc regardé avec bienveillance par les autorités locales et y compris jusqu'à le contre-espionnage. Et donc du coup, voilà, ça c'est la spécificité soviétique. Ouais. Et donc, est-ce que la référence The Americans pour la série correspond un peu mieux? Voilà, ça c'est exactement ce qu'il y a. Je vois que vous avez la bonne culture médiatique d'espionnage. C'est exactement ça. Ça veut dire que donc c'est l'immersion totale en fait. C'est immersion totale. Ça veut dire vous fondez dans la masse, tout en sachant que avec le temps ça a changé. Parce qu'à l'époque de maintenant, et ça a commencé déjà avec mon service au sein du KGB, on a constaté déjà depuis pas mal de temps que en fait construire une légende, c'est très difficile et ça coûte très très cher. Parce que vous imaginez, il faut retrouver les bonnes légendes, donc les bonnes personnes déjà à l'étranger qui sont mortes à l'âge de quelques mois ou quelques ans. Et puis après, ça peut ne pas être fiable, ce que je raconte aussi dans mon livre, dans un des chapitres, par exemple consacré à Rainbow Warrior, où le couple français de la DGSE s'est déplacé en Nouvelle-Zélande sous en fait la légende de Suisse, avec les faux passeports suisses. Et c'est une belle légende, en fait, ça a fonctionné très très bien, sauf que leur légende ne pouvait pas supporter la moindre vérification. Il leur a suffi que la police néo-zélandaise creuse un peu avec les autorités suisses, et les Suisses ont dit tout de suite non, les passeports sont faux, ce ne sont pas les Suisses. Et donc en fait c'est ça. Et donc à mon époque, on a commencé déjà à parler d'illégaux, mais sous votre propre identité. En fait, à ce moment-là, le statut d'illégal signifie tout simplement, enfin, il faudrait peut-être juste en 2 mots expliquer ce que ça veut dire dans notre langage, dans notre jargon, légal et légal. Parce que dans la vie courante, légal, c'est ce qui est permis, et légal, c'est ce qui est interdit. En fait, chez nous, c'est complètement faux. Légal, c'est ce qui est interdit, mais c'est ce fait sous la couverture des ambassades, des consulats, donc ça veut dire sous les pancartes officielles de votre pays. C'est ça, l'espionnage légal. En fait, il est complètement interdit, hein. Il est illégal, mais c'est le jargon. Et les illégaux, donc sont les clandestins, sont les gens qui n'ont pas cet attachement direct avec les autorités de votre pays, y compris diplomatiques. Et donc, vous pouvez le faire. Je l'ai fait sous mon propre nom, mais j'avais le statut d'illégal, c'est-à-dire que je n'avais aucun lien avec la Residentura, l'antenne du KGB. Oui, c'est officieux. Officiellement, vous étiez journaliste C'est ça. Officiellement, j'étais moi-même journaliste de télévisuel, homme d'affaires, conseiller en relations internationales et au business, et officieusement j'étais un clandestin qui travaillait pour le KGB. À la différence de l'ego, qui étaient les diplomates, qui étaient aussi espions, mais qui étaient dans les bureaux en fait de l'ambassade. Oui, et puis qui vont pas du tout aller récolter le même type d'informations de par la nature de leur poste et l'officialisation de leur carrière. Je dirais que c'est peut-être la différence, c'est peut-être pas forcément dans la nature des informations, parce qu'on cherche à peu près les mêmes informations, qu'on soit légal ou illégal, au clandestin ou légal, mais c'est surtout la façon d'être, parce qu'en fait eux ils sont sous les feux par le projecteur du contre-espionnage, parce qu'en fait on sait que ces espions-là se trouvent dans ces endroits-là, tandis que là, nous, on ne sait pas où on se trouve où on veut, on peut disparaître, on peut utiliser aussi pour un certain nombre d'opérations des faux papiers, mais c'est ponctuel. D'accord. Et justement, vous disiez qu'ils vous ont proposé à ce moment-là, après McGuimo, de vous recruter.
dans ce service des illégaux. Comment se passe pendant le MGIMO. Okay. Comment se passe justement ce process de recrutement? Parce qu'on en avait parlé avec Olivier Masse, un ancien cadre de la DGSE. J'imagine que c'est un process très différent au sein du feu le KGB. Comment ça se passe? Oui et non. Ça veut dire, en gros, en fait, c'est pareil dans tous les services du monde, y compris entre la DGSE et le KGB. La seule différence, c'est que à la DGSE, on peut postuler. Ça veut dire que vous pouvez tomber sur une annonce qui serait pour la DGSE à l'armée, en fait, maintenant, même sur le site internet. Maintenant, au SVR de Russie, qui est le successeur du service dans lequel j'ai servi. Quel service extérieur? Qui est le service extérieur, ça veut dire la première direction générale du KGB, et qui est maintenant le SVR, le service des renseignements extérieurs de Russie. Et donc maintenant, ils ont aussi leur propre site, et ils ont aussi une page dans laquelle vous pouvez postuler, remplir un questionnaire en ligne, et puis après va suivre le processus de vérification. À mon époque, ça se passait pas comme ça, donc c'est le KGB qui était partout. Il savait où chercher ses futurs candidats. C'est la plupart du temps, ce sont les universités, les grandes universités linguistiques. D'abord et avant tout, donc le MGIMO, l'Institut des langues étrangères, l'Institut Patrice Lumumba, l'Université de Moscou, la faculté philologique de l'Université de Moscou, les universités comme ça. Et pour l'espionnage scientifique et technique, les grandes écoles d'ingénierie et de physique, de maths, etc. Et donc c'est eux qui cherchent. Déjà, ils font un énorme travail de recherche sur vous, sans que vous le sachiez. Ça veut dire ils vous repèrent déjà dans la masse des étudiants. Donc disons, chez moi en MGIMO, par exemple, on prend la promotion qui est de 250 élèves. Ils choisissent, disons, une cinquantaine d'élèves dans la promotion qui sont potentiellement intéressants. Ils font la recherche sur leur biographie, mais dans les archives, dans leurs propres archives. Et ils éliminent tous ceux qui n'ont pas, qui ont des parents à l'étranger, dont les parents étaient plus ou moins liés au crime. Bon, MGIMO, c'est rare qu'on vous admet déjà. Donc en fait, la présélection est faite déjà par l'université. Je crois même que vous parliez d'un concours assez rude en sortie finalement de l'équivalent du baccalauréat et en disant il y a une forme d'intensité déjà dès la sélection. En Union soviétique, à la différence de la France, sauf pour les grandes écoles, en fait, systématiquement, vous passez les examens d'entrée à l'université. Ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas comme en France à l'université, on passe 4 examens d'entrée tout de suite après bac. Ça veut dire qu'on passe d'abord 4 examens de bac, et un mois plus tard, on passe encore 4 examens d'entrée à l'université. Donc, en fait, le concours est très rude. Et surtout, ça dépend après des universités. La mienne était parmi les plus prestigieuses. Donc, le concours était, je ne sais pas, 200 personnes ou 300 personnes pour une place. Oui, donc ça correspond à Sciences Po ou l'ENA équivalent français. C'est exactement ça. C'est en fait plus à Sciences Po, puisque l'ENA, c'est quand même les études post-universitaires. Quoique... En fait, donc le MGIMO, c'est plutôt Sciences Po, et l'Institut Andropov, c'est plutôt l'ENA. Ok, on y reviendra juste après. Et sur le process, au moment où ils vous repèrent, ils font ce travail d'analyse, j'allais dire, sur vos accointances, vos proches. Je crois que vous avez cette anecdote avec votre femme à l'époque sur le choix finalement de celle-ci, de savoir si vous allez privilégier plutôt le KGB ou votre relation. Oui, c'est pour ça d'ailleurs on peut pas parler de femme, c'est une fiancée parce qu'on s'est pas marié finalement. Non, mais c'est le travail vraiment très profond. Ça veut dire que ils remontent déjà en amont très très loin. Ils vont dans votre maternelle, ils vont dans votre école primaire, ils vont rencontrer votre maîtresse ou votre maître d'école pour savoir comment vous étiez quand vous avez l'âge de 8, 7, 9 ans. Ils vont après dans l'école en fait, et, ils vont regarder non seulement les études mais aussi comment vous étiez. Quels sont vos voisins. Ils vont faire l'enquête de voisinage, vous savez, l'enquête policière en fait dans votre quartier. Ils vont questionner tout simplement, bien évidemment, tout ça en secret. Hein. Vous ne savez absolument rien du tout. Ils vont faire l'enquête sur votre famille et très loin dans la famille. Ils vont descendre jusqu'à vos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, vos oncles, vos tantes, etc. pour savoir que si tout va bien. Et puis après, bien évidemment, ils questionnent vos professeurs à l'université et vos camarades de l'université. Et si tout ça est bon,
à ce moment-là, ils vont vous contacter. Et donc, après, ils vont vous contacter. Et là, il y a un processus après de rodage, en quelque sorte, parce qu'en fait, ils vont vous recruter comme agent, c'est-à-dire comme indique. Vous avez le statut d'indique, ça veut dire vous signez déjà le papier. Je consens travailler secrètement pour le KGB. Et ils commencent à vous utiliser. Mais contrairement à d'autres soviétiques qui vont, ce qu'on dit en russe, frapper, ça veut dire en fait dénoncer leurs voisins, raconter les secrets de leurs camarades. Nous, on va nous mettre en situation en fait de jeu opérationnel. Ça veut dire on va nous mettre sur le terrain et tester nos capacités, un tout petit peu comme dans le fameux film hollywoodien Jeu d'espion, vous savez, avec Brad Pitt. Qui est la recrue à la CIA. Et donc, c'est exactement le même processus. Et en fait, ce processus-là est exactement le même, que ce soit le KGB, la DGSE ou la CIA. Et puis, si vous passez tout ça, après, il y a le recrutement officiel qui se fait, c'est-à-dire vous passez les tests médicaux aussi, vous passez les tests psychologiques, vous passez sur le polygraphe, pour moi. Mais polygraphe qui est une sorte de détecteur de mensonges. C'est le polygraphe, c'est le nom officiel de détecteur de mensonges, qui est le nom commun. Mais le polygraphe, c'est uniquement pour le service des illégaux. C'est à cette époque-là. Actuellement, tous les recrues passent sur polygraphe, sur le détecteur de mensonges, et à chaque fois, lorsque vous êtes promu, vous repassez sur le détecteur de mensonges. Et donc, si tout ça va bien, à ce moment-là, le recrutement se fait officiellement. Vous passez devant une commission comme la commission de concours. Vous ne passez pas d'examen. Là, c'est juste à l'entretien. C'est comme à l'ENA, en fait, vous avez un oral. Donc, il y a des généraux qui vous posent des questions qui vous posent des cols, et puis après, donc, vous êtes admis. Et lorsque vous êtes admis, c'est pareil que pour l'ENA. Vous savez, c'est en fait, quand vous êtes admis à l'ENA, vous devenez tout de suite un haut fonctionnaire. Ça veut dire que vous avez déjà le statut de fonctionnaire. Ce n'est pas les études, c'est la formation de haut fonctionnaire. Ça veut dire que vous percevez déjà le traitement de haut fonctionnaire. Vous êtes déjà dedans. Vous avez déjà passé le concours. Contrairement par exemple, à l'université où vous faites les études et à la sortie on vous donne un diplôme et après vous cherchez l'emploi. En fait, pour le KGB, vous êtes déjà dedans. Ça veut dire que vous devenez déjà un officier. Donc vous recevez déjà en grade militaire et vous faites vos études, votre formation en tant qu'officier de KGB. Alors Sergueï, il y a une première chose qui me vient en tête à travers ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a un niveau de suspicion à l'époque, en tout cas de la part du KGB, à fouiller autant finalement dans votre passé. Est-ce que la crainte, c'était pas qu'il y ait des agents doubles et cette terreur finalement face à l'époque aux États-Unis de dire on veut absolument pas avoir des taupes chez nous? Absolument, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait ils sont suspicieux et ils sont là vous avez vu très très juste. En fait ils sont beaucoup plus suspicieux par rapport à nous, les citoyens soviétiques, parce que en gros, lorsque vous rentrez dans le service, si jamais vous êtes une top, si jamais vous êtes un agent double, alors là c'est une catastrophe parce que après on va rarement vous suivre à la trace et puis on vous donne en fait les moyens de savoir comment tromper son propre service surtout on est obligé de vous donner une énorme liberté parce que quand on vous lance en fait à l'étranger, vous êtes tout seul dans le secret et donc bien évidemment c'est à cause de ça ils sont paranoïaques, ils sont clairement paranoïaques et ils sont plus paranoïaques par rapport à nous que même par rapport à l'étranger, à l'extérieur. Alors souvent on parle de compartimentage quand on parle des services américains sur plein de sujets sur lesquels on a peu finalement d'informations. Ça a été le cas aussi à la DGSE, même si vous, critiquiez la fiction du bureau des légendes où on voyait ces grands open space qui ne correspondent pas à la réalité. Je crois que vous précisiez que vous étiez dans des bureaux de deux. On le sait, le KGB a plein d'antennes très spécifiques. Comment est-ce que l'organisation fonctionnait? Et après, on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais aujourd'hui du SVR, du FSB, du GRU, qui sont effectivement différentes variantes du KGB de l'époque. Mais le sentiment qu'on a quand on regardait les films d'espionnage un petit peu à l'ancienne, c'est que dans le KGB de l'époque, il y avait finalement une concurrence malgré tout en interne avec des factions à droite à gauche. Donc comment est-ce que tout ça s'organisait? Effectivement, le KGB c'est une énorme machine.
C'est un ministère de sécurité dans lequel il y a plusieurs services et c'est fait exprès. En fait, dedans, c'est un panier de crabes. Tous les services se détestent à l'intérieur du KGB et le KGB veut qu'ils se détestent parce que comme ça, ils sont en concurrence. Donc, ils se font une compétition et faisant cette compétition, en fait, ils se regardent, ils se méfient des uns des autres et comme ça leur assure en fait le contrôle sur tout le service. Et le principe de compartimentation, c'est le principe de base dans tous les services. Donc, en fait, c'est le principe de sous-marin. Tout sous-marin est divisé en sections et chaque section, si jamais il y a une brèche, boum, boum, on ferme la porte hermétique et il y a que cette section-là qui est inondée, le reste du sous-marin reste toujours en vie. Et donc c'est la même chose. En fait, on vous donne un minimum d'informations opérationnel sur le terrain, ce qui fait que si jamais il y a un pépin, vous ne pourrez couler que avec directement les gens qui sont autour de vous et le petit noyau de service que vous représentez. Mais le service ne souffre pas en général. C'est par rapport aux officiers, disons. Subalternes et aux officiers de moyen niveau. Après, si vous montez en grade, et c'était le cas par exemple de Poteyev, qui est arrivé au poste de directeur de département et directeur adjoint d'une direction des illégaux. Là, du coup, il couvrait tout le continent américain et donc, bien évidemment, il connaissait tous les illégaux qui étaient sur le continent américain nord et sud. Et donc, bien évidemment, en 2010, vous avez entendu parler de cet énorme échange sous Medvedev et Obama, lorsqu'il y a eu 10 illégaux qui étaient cueillis par les Américains, qui est une réussite absolument infaisable sans la trahison interne. Et donc, le service est vraiment, on vous donne que les choses qui vous concernent. C'est le droit d'en connaître. Et voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est correct dans la série Le Bureau de légende. Ça veut dire que si vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas à en connaître. Ça veut dire que le service vous donne toute l'information qu'il croit obligé de vous donner. S'il ne vous donne pas une information, c'est que vous n'avez pas à la connaître. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Institut Andropov. Est-ce que vous pouvez en dire un mot et qu'est-ce que ça a changé dans votre formation ? Institut Andropov, c'est une école qui a commencé d'abord comme un petit établissement de formation qui durait des fois juste quelques jours, parfois quelques semaines après, et de plus en plus avec le temps. Donc ça a été créé en 1939. 39 pourquoi ? Parce que Staline a fait plusieurs purges en fait, et il a quasiment éliminé tous les espions au sein de la NKVD de Beria. Et donc à un moment donné, ils se sont dit, juste avant la guerre, ils ont senti quand même que la guerre se préparait, donc qu'il fallait former les espions, et ils ont créé une petite école qui s'appelait à l'époque l'école numéro 101, ou l'école de la forêt, puisqu'ils se trouvaient dans les environs de Moscou, au milieu de nulle part, en fait, dans la forêt moscovite. Et en 1967, quand Andropov est arrivé à la tête du KGB, il a voulu donner énormément plus de poids au KGB déjà. Il a réussi d'ailleurs à le faire. Et donc, pour augmenter ça, il a augmenté le statut de cette école. Aussi parce que il y avait une concurrence non seulement à l'intérieur du KGB, mais avec le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les espions légaux, c'est la majorité des espions qu'on envoie à l'étranger. Et ils utilisent en fait les couvertures officielles. Et la plupart des couvertures, c'est les couvertures soit diplomatiques, soit consulaires. Donc, sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et Gromyko, qui était le ministre très dur, stalinien à l'époque, il disait, en fait, il se plaignait toujours au Politburo que ces espions du KGB étaient nuls, qu'ils n'étaient pas formés, qu'il avait honte, qu'il était obligé de leur fournir des couvertures parce que on formait les diplomates comme il faut, Guillemot, et en fait les autres, c'était les gens qui ne connaissaient rien en relations internationales, qui parlaient mal les langues étrangères, etc. Et donc Andropov a piqué en fait une colère et a dit tiens, on va créer la même école comme Guillemot, mais sauf qu'on va faire plus vite, on va faire entre 1 an et 3 ans,
et on va donner exactement la même formation comme Guillemot. Voilà. Et donc cette école a été créée, 4 facultés. La faculté d'un an, c'est pour les gens qui ont déjà l'expérience opérationnelle, qui ont travaillé déjà pour le contre-espionnage. Il fallait juste les reformer un tout petit peu pour l'espionnage et leur donner peut-être rafraîchir leur connaissance en langue étrangère. Poutine, par exemple, on est rentré la même année dans la même école, 1984, mais lui qui était déjà depuis 9 ans au KGB, qui avait déjà le grade de commandant au KGB, donc il a suivi la faculté d'un an seulement, puisqu'il fallait parfaire sa formation. Il revenait d'Allemagne, puisqu'il avait été en Allemagne avant pour retourner à Saint-Pétersbourg? Non, au contraire, c'était avant de le faire. D'abord, et ensuite je raconte aussi l'anecdote, c'est qu'en fait, au bout de cette année, il a raté en fait cette formation, parce que l'école a jugé qu'il était dangereux pour le service. Il y a eu aussi un petit pépin de conduite, ce qui fait qu'il n'a pas été retenu pour travailler à Yasenevo, qui est le quartier général du KGB à Moscou. On l'a renvoyé à Leningrad, et puis par piston, il est allé en Allemagne donc démocratique, en Allemagne communiste, à travailler à Dresde. Pourquoi justement il était considéré comme dangereux? C'est quoi, un ressort psychologique? Oui, c'est psychologique parce qu'en fait, il se croyait un peu James Bond. Et ça, le KGB n'aime pas du tout. En fait, on lui a expliqué que les espions, ce sont pas les gens qui se battent avec du karaté, qui tirent avec les mitraillettes. C'est pas ça du tout, l'espionnage. L'espionnage, ce sont les gens qui réfléchissent, qui recueillent l'information, qui traitent l'information. Donc en gros, l'espionnage, c'est plutôt les journalistes d'investigation que les James Bond. Et Poutine n'a pas compris ça. Donc en fait, il a eu un petit pépin avec son ami Sergueï Roldouguine. Ils se promenaient dans les rues de Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à Moscou, Leningrad à l'époque, et il y avait des gens qui les ont offensés dans la rue. Et lui, il n'a pas eu la bonne réaction. Ça veut dire, au lieu en fait de passer son chemin ou de faire une blague, en fait de désamorcer le conflit, il est entré en plein dans le conflit en créant en fait une bagarre physique. On lui a cassé le bras, ils sont tous retrouvés au poste de police, et bien évidemment PV qui est remonté jusqu'à Moscou, et en fait on lui a expliqué, c'est pas parce que tu t'es battu, en fait c'est pas ça en fait le truc c'est que t'as pas compris en fait que nous ne sommes pas là pour se battre. Si par exemple tu es en opération à l'étranger, tu dois rencontrer ton agent. Tu es un officier traitant et tu dois rencontrer ton agent, soit pour lui donner de l'argent, soit pour recevoir l'information, soit pour l'encadrer, pour lui fixer des buts. Et donc, tu dois faire d'abord ce qu'on appelle un itinéraire de contrôle pendant 2 heures pour savoir si t'es pas suivi, etc. Et imagine que pendant cet itinéraire de contrôle, tu vois une femme se faire violer dans la rue ou je sais pas, un homme tabassé par les hooligans. T'es pas un héros. On n'est pas dans les films de Marvel, donc tu vas pas aller te battre et montrer que t'es un homme bien. En fait, on s'en fout. L'espionnage, c'est pas ça. Donc, au contraire, tu vas filer ton chemin, parce que l'important pour toi, ce n'est pas. C'est la mission. C'est la mission, la fiabilité, c'est rencontrer ton agent et être le moins possible, le plus loin possible de la police. Et donc, en fait, tu n'as absolument pas compris ce qu'est un espion. Et donc, on ne veut pas de toi. Et donc il va à Dresde, justement sur une vie beaucoup plus de bureau que d'espion. C'est ça. Et vous, quand vous êtes à l'Institut Andropov, vous perfectionnez votre français. Quelle est un petit peu la suite après Eh ben non. Parce que la vie aurait été... pour perfectionner mon français, je n'aurais pas eu 3 années de formation. Parce qu'on me donne une autre langue, à apprendre une autre langue, donc l'espagnol, de 0. À l'âge de 23 ans, et parce que en fait j'étais déjà trop connu avec le français, parce que je commençais déjà à faire les émissions de télévision, parce que j'ai fait les Jeux Olympiques, parce que j'ai eu déjà les contacts avec Radio France Internationale, et donc ils se sont dit déjà trop exposé avec le français, donc on va lui donner une autre langue, parce que l'espagnol c'est pas l'Espagne.
mais c'est surtout l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Donc c'est un continent qui est beaucoup plus loin, que même maintenant, à l'âge de réseaux sociaux, en France, on sait absolument rien ce qui se passe en Amérique latine, enfin sauf si on s'intéresse vraiment beaucoup à ce continent, subcontinent. Et donc voilà, apprendre l'espagnol. Et pour apprendre l'espagnol, ils se sont dit il faut 3 ans. En fait, ils se sont trompés parce que j'ai fait cette formation en 2 années, parce que je m'ennuyais, parce qu'avec le français, en fait, ça allait, c'était oui, il y a des accointances, bien sûr. Beaucoup plus rapidement que pour mes camarades qui n'ont pas appris avant les langues étrangères. Et donc, j'ai utilisé la dernière année pour parfaire mon allemand. D'accord. Parce qu'en Amérique latine, vous savez, avec les Allemands, les anciens, pas Argentine, Chili, Bolivie, enfin, il y a beaucoup de pays où l'allemand est parfois même plus utile que l'espagnol. Donc, surtout dans l'espionnage. Oui, absolument. Donc vous sortez de cette formation, et là, puisque vous êtes dans le service des illégaux, vous devez vivre votre vie. Vous êtes journaliste. Quelles sont un peu les prochaines étapes à ce moment-là? Donc, dans la vie des illégaux, il y a une différence, parce que vous avez le service qui est à Yasenevo. Donc, ce sont les bureaux. Et je suis d'abord dans les bureaux. Donc, je suis un officier traitant. Et je traite les officiers qui sont en poste à l'étranger, en Amérique latine, et leurs agents, qui sont les agents illégaux. Mais en même temps, en fait, moi, j'ai envie de devenir un vrai illégal, surtout que c'était mon rêve. Et donc, j'en profite. Mais j'ai raté quelques cases, parce que j'étais trop indépendant, je n'ai pas raconté tout au service, je n'étais pas 100% clair avec le service, et le service n'a pas aimé ça, parce que par exemple ils font des tests, ils vous testent, et par exemple au début de mes études à Andropov, ils ont envoyé à mon domicile à Zelenograd, ville fermée, une carte postale française, soi-disant avec une Française dont j'ai fait connaissance en travaillant comme guide interprète pendant ma vie d'étudiant. Et j'aurais dû, normalement, reporter ça au service, mais pour moi, c'était tellement gros, en fait, que je croyais qu'ils me prenaient pour un imbécile, en fait. Donc, je l'ai mis de côté. Ils ont attendu 3 ans avant l'engagement réel dans le service des illégaux comme élément opérationnel. Et donc là, ils m'ont demandé tous mes contacts en fait russes, mais aussi tous mes contacts étrangers. Et de mentionner tous les épisodes qui peuvent paraître un peu bizarroïdes, etc. Et donc là, je mentionne cet épisode-là dans le compte-rendu. Et là, ils me convoquent en disant, mais pourquoi t'as pas fait ça il y a 3 ans ? Je dis parce que c'était gros comme un camion, en fait. C'était vous, c'était la provoque, en fait. Vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Ils disent, c'est peut-être ça, mais n'empêche que t'as violé le code, le protocole. C'est pour ça, ils m'ont pas mis dehors, mais ils m'ont sanctionné. Ça veut dire qu'ils m'ont dit, bon, bureau. Au lieu de formation, au lieu de formation pour le terrain, bureau. Et donc, une année de bureau. Et puis après, il y a autre chose aussi. On vivait en pleine transformation en fait des services. Et perestroïka de Gorbatchev, il fallait libéralisation, complications pour le service parce que le ministère des Affaires étrangères a commencé à dire non, en fait on vous aime pas trop, donc cherchez ailleurs pour les postes de couverture. Et donc il a fallu chercher de nouvelles voies. Et moi j'en ai profité de cette période-là pour justement me lancer en fait en freelance d'abord. Et puis après, une fois lorsque j'ai senti que les nouvelles voies étaient, vous savez, la création de sociétés privées, le passage en fait dans la vie dans la vie civile, mais avec énormément de contacts avec l'étranger, sans aucune autorisation officielle, etc. Et puis j'ai présenté ça au président du KGB, au directeur du KGB de l'époque. Il a dit c'est super, c'est génial parce que c'est exactement ça ce qu'on cherche. Et donc c'est comme ça que je suis revenu sur le terrain avec le statut d'opérationnel illégal.
C'est à ce moment-là qu'il y a eu une transformation, vous en parliez du KGB avec différentes entités, ou simplement le KGB était dans une transformation interne en restant le KGB? Le KGB était d'abord en transformation interne, et puis après, il s'est passé un truc absolument abominable qui puisse se passer pour un espion. Donc je pars en longue mission pour infiltrer les nains avec le statut d'illégal. J'arrive à Paris au mois de septembre 1991, et 3 mois après, le KGB est dissous. Le Parti communiste, dont le KGB est le bras armé, est interdit. Et au mois de décembre 1991, l'URSS est disloqué et partagé en 15 États indépendants. Moi, je suis sur le terrain. Avec le statut d'illégal, je me retrouve sans mon service, sans le parti dont l'idéologie on est censé d'assurer, et sans le pays pour lequel on sert. Donc ça veut dire, en fait, je suis un soldat Ryan qu'on a oublié derrière le front, et personne n'est venu me chercher. Et donc, en fait, non, c'est abominable. Ça peut paraître abominable. En réalité, pour moi, c'était une chance énorme, parce que justement, à cette époque-là, donc la Russie, qui est devenue un État souverain, a repris en fait en gros tous les services, parce que les autres n'en voulaient pas, hein. Surtout les pays baltes, en fait, ils ont publié toutes les archives, ils ont dit KGB dehors, on vous veut pas du tout. Et la Russie a gardé, l'Ukraine a gardé sa partie. D'autres services, d'autres pays, par exemple les pays d'Asie centrale, ont gardé aussi les services, mais chacun a fait son propre service. Et à l'intérieur de Russie, le KGB a été disloqué. Donc le FSB est devenu le service de contre-espionnage. Le SVR est devenu la première direction générale du KGB est devenue le SVR. Et puis après, il y a eu les gardes frontières étaient devenus un service indépendant, et la protection des personnalités, dont le président est devenu un service indépendant, et les communications gouvernementales est devenu un service indépendant. Donc en fait, ça a été le GRU est venu bien après. Le GRU, ce sont les militaires. En fait, eux, ils n'ont pas bougé. Ok, donc ça a toujours été présent, même à l'époque du KGB. Ça a été présent. Ça ne concernait pas le KGB. C'est un service concurrent à part qui dépendait de l'état-major des forces armées. Et donc, eux, ils n'ont pas bougé et ils ont gardé leur statut tel quel. Et donc, du coup, vous dites c'est une opportunité quand vous voyez tout ça en vous disant finalement personne va soupçonner le fait que je puisse continuer de collecter de l'information. Il est bien un moment où finalement le fait que je sois russe et que mes anciens officiers traitants, on va dire, reviennent me voir pour me demander si justement je peux pas aller un cran plus loin dans les échelons. Effectivement, mais c'est pas dans ce sens-là que je considère que c'était une chance. C'est une chance de sortir en fait du service. Tout simplement parce que en gros, moi j'ai prêté l'allégeance au service du KGB. Cette allégeance, c'est un acte formel, ça veut dire que c'est signé, mais j'ai signé une allégeance idéologique communiste pour le Parti communiste. Et là, on changeait d'idéologie. Et donc, pour le service, c'était marrant parce qu'en fait, eux, ils ont hérité des bâtiments, mais aussi des personnes avec. Je sais pas, moi j'ai trouvé le moyen d'expliquer au grand public ça. C'est comme vous étiez mariés. Votre femme décède, et il y a sa sœur qui dit puisque ma sœur est décédée, maintenant t'es mon mari. Non. Je me suis marié avec 7 femmes, et si tu veux qu'on se marie, il faut repasser devant monsieur le maire, parce que je suis veuf maintenant. Et donc, non. Je ne suis pas devenu automatiquement le mari de la sœur de mon épouse. Voilà. Et en fait, le service, à cette époque-là, il avait tellement peur qu'il se passe exactement la même chose que pour la Stasi en RDA, puisque quand l'Allemagne, en fait, a été réunie, RFA et RDA, ils ont persécuté en fait tous les agents et tous les officiers qui ont travaillé pour le service de sécurité qui est Stasi, Ministerium für Staatssicherheit, donc le ministère pour la sécurité d'État. Parce que c'était un service idéologique, et en fait ils les ont traités comme avant ils ont traité les nazis et la SS après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire on a interdit de travailler dans les relations internationales, dans l'enseignement, dans la politique, dans le journalisme, etc. Vous ne pouviez faire que les choses, en gros, vous pouvez être agriculteur, il n'y a aucun problème, commerçant, il n'y a aucun problème, mais pas le moindre truc qui était lié soit à la politique, soit à l'influence sur la société, c'était interdit. Et donc le KGB craignait que Yeltsin
qui était devenu anticommuniste, allait faire la même chose en Union soviétique. Et donc, du coup, le service avait peur de lui, et à cette époque-là, il nous laissait partir, et tous les gens qui voulaient partir sont partis comme ils voulaient. Le service a perdu quasiment la moitié, ou peut-être même 2/3 d'effectifs. Mais parce que de toute façon, c'est un risque énorme pour le KGB à l'époque de se dire, finalement, si on garde 100% de nos effectifs, il y a un grand risque que beaucoup soient retournés parce que justement, la doctrine et l'idéologie a changé. Et donc, en réalité, il vaut mieux partir de zéro et s'assurer que tout le monde est vraiment fidèle à la nouvelle doctrine ou la nouvelle idéologie. Absolument. Ça veut dire que... Et en gros, c'est même pas ça ce qui s'est passé. C'est en gros, tous les gens qui se sentaient en fait forts en dehors du service, qui se sont dit, je n'ai pas besoin de statut de militaire, je n'ai pas besoin de cette couverture d'État, d'appui d'État, je peux me débrouiller tout seul, sont partis, comme moi. Et en fait, tous les gens qui ne pouvaient pas ça, ou qui avaient besoin en fait de cette stabilité de statut, sont restés. Je dirais presque les nuls sont restés, les gens de talent sont partis. Mais après, ils ont recommencé presque à zéro. Donc le recrutement, et le recrutement maintenant se fait sur la base un peu différente, voire même très différente, mais en même temps c'est une schizophrénie, parce que ça aurait dû une rupture totale, comme ça s'est fait par exemple pour l'Allemagne. Donc en fait, si vous êtes communiste, maintenant non, parce que vous servez l'Allemagne fédérale, qui est un pays capitaliste, qui est un pays libéral, qui est un pays de démocratie occidentale. Et donc, si vous êtes communiste, vous êtes en quelque sorte en opposition par rapport à ça. Donc, on ne va pas vous recruter. Alors ici, sur le papier, c'était ça. Et en même temps, ils ont gardé les portraits de Dzerzhinsky. Et donc, ils vont maintenant dans les églises, mais en même temps, ils sont nostalgiques de Staline. Et donc, c'est complètement antinomique. En fait, vous ne pouvez pas. Si vous dites que vous êtes les héritiers de la Tchéka, de Dzerzhinsky et de Staline, vous ne pouvez pas être dans un service moderne d'espionnage, de contre-espionnage russe, capitaliste, qui est anticlérical, anticapitaliste, etc. Et donc, c'est un hôpital psychiatrique parce qu'ils n'ont jamais réglé ce problème, et d'ailleurs, ça les amène là où ils sont. Est-ce qu'il n'y a pas cette capacité, finalement, chez les dirigeants du FSB à l'époque, SVR ou même GRU, de dire finalement la prédominance de l'État russe doit être plus forte que l'idéologie économique qu'il peut y avoir derrière, et finalement, votre profil, mais sans doute comme beaucoup d'autres talentueux, sont des profils idéaux, dans la mesure où vous êtes tellement sortis du système que vous devenez des sources ou des officiers traitants parfaits. Oui. C'est pour ça d'ailleurs ils ont cherché après à me recruter et à m'avoir de retour. Surtout qu'une fois, lorsque cette période un peu trouble est passée, ils se sont dit, on a quand même mis de l'argent dans la formation, on les a choisis, donc on sait qu'il y a eu quand même de bons éléments qui étaient qu'on possédait, et donc on va essayer de les récupérer. Surtout que en plus, dans mon activité de conseil, je suis tombé dans un autre piège, c'est-à-dire que je commençais à travailler dans le système d'aide médicale aux nouveaux riches russes et à la nouvelle nomenclature de la Russie à l'étranger, parce qu'en fait, ceux qui ont de l'argent, ils ne veulent pas se faire soigner en Russie où les soins sont de moindre qualité. Ils vont aller à l'étranger, Israël, les États-Unis, la France, la Suisse. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les cliniques privées suisses. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, vous connaissez en fait les dossiers médicaux des hommes très puissants, très riches, et à un moment donné aussi des bureaucrates de la nouvelle nomenclature russe. Pour vous donner l'idée, en 1996, il y avait les élections présidentielles, et avec une des cliniques pour laquelle j'ai travaillé, il y avait un projet de faire l'opération en secret, l'opération cardiaque pour le président Yeltsin qui était vachement malade.
Et donc, en fait, cette opération, après, sa famille a préféré attendre la fin des élections et l'a faite au mois d'octobre, au mois de novembre, après les élections, en Russie. Mais vous voyez, donc en fait, c'est une information sensible, en effet. L'affaire très sensible. En fait, je possédais le plus grand secret d'État à cette époque-là. Et là, ils ont commencé à flipper et ils ont commencé à faire pression sur moi en disant tu rentres dans le service. Tu dois être colonel, général, en fait, peu importe, tu peux rentrer au FSB, au SVR, à l'agro, on s'en fiche, mais on veut te contrôler, en gros. Et moi, je voulais pas, parce que je savais très très bien que on ne peut pas sortir d'un service d'espionnage. En fait, est-ce qu'on peut leur dire non? Oui. Mais les époques changent, parce que déjà, sous le KGB, j'ai dit non. Vous savez, quand j'étais au MGIMO, à un moment donné, en 1982, on était déjà très avancé dans le processus de recrutement. Et à un moment donné, j'ai eu un doute et je dis non. Finalement, j'ai changé d'avis. Aucun problème. Ils ont avalé ça. On vous force pas. Mais là, ils étaient beaucoup plus fins. Donc, à la sortie de l'école, vous savez, on est placé, en fait, pour travailler pendant 3 ans. On doit 3 ans en quelque sorte pour payer notre formation. Et ils m'ont mis au ministère des Affaires de Commerce extérieur. Mais ils m'ont mis à peu près dans les mêmes conditions. Ça veut dire, c'est pas un sous-sol, mais ils m'ont mis dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, où je rencontrais personne, où ça correspondait parfaitement à ma formation d'économiste international. Ça veut dire que c'était les statistiques. Mais c'était chiant à mourir, en fait. Vous voyez personne. Au bout d'un mois, j'ai failli me suicider, en fait. J'ai dit, j'ai fait une connerie. Et là, ils sont venus parce qu'en plus, et on n'a pas rompu le contact. Mon officier traitant, il me voyait toujours en me disant, on a respecté ton désir. T'as dit non, il n'y a aucun problème, hein, voilà. Et donc, en fait, c'était ça. En revanche, ce qui s'est passé après, sous Poutine, c'était un peu différent. Parce que, en fait, je ne voulais pas. Et là, ils ont essayé de faire vraiment pression sur moi. Et j'ai compris que ce squelette qui était dans le placard, il fallait que je le sorte une fois pour toutes pour ne pas être, disons, sujet à pression extérieure et secrète. Et donc, mais je pouvais pas le faire officiellement parce que à cette époque-là, ils ont passé déjà une loi russe qui interdisait en fait aux anciens de dire qu'ils étaient les anciens. Mm-hmm. Et j'ai trouvé une méthode très particulière. Ça veut dire que je leur ai fait tout simplement un procès civil pour mon diplôme de l'école du KGB, en fait, de l'Institut Andropov. Et donc, c'était très marrant parce que ça, je pouvais le faire. Et donc, en fait, j'ai trouvé ce qu'on appelle le blanc, en fait, la faille dans le système juridique. Ça veut dire que, en même temps, vous savez, c'est comme le chat de Schrödinger. Bien sûr. En fait, il est en même temps mort et vivant. Et ça, c'est pareil. Ça veut dire que c'était en même temps interdit et permis. Oui, c'est-à-dire qu'à travers le fait de leur faire un procès, vous disiez au public, je fais partie du KGB sans avoir besoin de le dire. C'est ça. Et en fait, même quand ils ont refusé de me donner le diplôme, donc le procès était là, donc ils étaient obligés, parce que entre-temps aussi, le service juridique a changé, et il ne pouvait pas y avoir... le procès était fermé, donc à porte fermée, à huis clos, mais en revanche, la décision est publique. Et donc la décision dans laquelle c'est marqué M. Girnov réclame son diplôme du KGB. Donc la juge dit je constate qu'il a effectivement été au KGB, je constate qu'il a effectivement un diplôme puisqu'il y a un représentant du service d'espionnage qui est là, qui me donne un diplôme, mais je peux pas lui donner parce que le diplôme est secret. En fait, c'est devenu un gag, mais ce que j'ai voulu était atteint. Mais en même temps, je suis devenu une bête à abattre. Et donc, du coup, après, j'étais obligé de partir de Russie. Mais justement, on voit bien à travers de l'épisode de la lettre, à travers la française qui supposément vous aurait contacté, qu'ils ne devaient pas être ravis d'une décision de ce type. Comment est-ce qu'on part à l'étranger l'esprit tranquille? Parce que vous deviez être probablement une cible. On devient une cible, mais en même temps, je n'étais pas un traître. C'est ça le truc. Et finalement, vous savez, quand vous faites un procès, parce que on a fait quand même 4 procédures civiles, et donc c'est le même représentant du SVR qui était représenté le service, et en dehors des salles,
on rigolait en fait dans le bureau. Il dit bon, je comprends ce que tu fais, mais bon, moi je fais mon boulot. D'ailleurs, il a gagné les épaulettes d'un général après de général grâce à moi. Hein. D'accord. Donc il était content. Il était rentré au procès colonel et il était ressorti 2 ans après général. Donc tout le monde était content. Et en même temps, ils ont compris que ma démarche, c'était, je suis pas allé voir la CIA pour lui proposer mes services parce que j'étais contre le service. Mais bon, en même temps, après, le problème, c'est que pour rendre ça plus amusant, en fait, j'ai créé un site internet. En fait, je les ai ridiculisés et ça, c'est difficile à avaler. Ils aiment pas trop. Personne n'aime en fait. Et le service le moins. Et mais en même temps, je n'étais pas officiellement une cible quand même parce que il y a pas eu de trahison. Et d'ailleurs, vous savez, même jusqu'à maintenant, je suis officier de réserve, officier supérieur de réserve. Au contraire, en 2019, ils m'ont promu, je suis colonel de réserve en Russie. Et je dois rester encore 1 an colonel de réserve parce qu'il espère peut-être me récupérer encore pour me faire juger devant la cour pénale militaire et non pas civile. Et justement, est-ce que vous avez toujours des contacts, des touches avec des officiers, alors des anciens du KGB qui sont peut-être maintenant au FSB? Comment se passent ces moments où, bon, Sergueï, voilà, on a compris que tu es en France depuis longtemps, ta patrie, ça reste la Russie, donne-nous des informations maintenant que tu connais un peu les hommes au pouvoir. Non, ils ont peur, ils ont trop peur parce qu'en fait, ils savent déjà que je suis un pervers, que je peux les balader. D'ailleurs, c'est la même attitude aussi côté français. Ils m'ont donné le statut de réfugié, mais aucun service français n'a jamais voulu... Ils prennent avec beaucoup de précautions ce que vous pouvez dire d'un côté ou de l'autre. N'a jamais voulu me récupérer parce qu'en fait, il se dit celui-là il est trop dangereux. En fait, il était tellement transgressionnel que on peut pas se fier en fait, ni les uns ni les autres. Donc non, ils m'ont jamais proposé de le faire. Et justement, peut-être pour revenir un peu sur la manière dont un espion fonctionne quand on doit, traiter une source. On parle souvent de MICE, Money, Ego, Compromission. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en avez retenu et comment est-ce que dans vos relations parfois professionnelles, vous avez pu utiliser ou peut-être manipuler à travers ces outils-là ? Ça se passe exactement de la même manière pour tous les services. Ça veut dire que, en fait, quand on doit recruter les gens, on les recrute pour qu'ils trahissent leur pays. Et pour le faire, on utilise en fait les failles de caractère humain, de la nature humaine. Donc on doit connaître déjà la nature. Donc c'est beaucoup de psychologie. D'ailleurs, une des matières qui est la plus étudiée, c'est la psychologie opérationnelle. Ça veut dire en fait étudier la personne, étudier ses failles, ses faiblesses, mais aussi ses points forts, et utiliser tout ça dans notre métier, d'abord pour recruter et puis après pour recevoir des informations. Et c'est exactement la même chose, sauf pour le KGB, il y avait aussi la base, enfin dans le MICE il y a aussi idéologie, donc voilà, on peut utiliser ça. Mais disons que dans la littérature et dans le cinéma, on parle beaucoup de compromat, c'est-à-dire en fait les faiblesses ou la honte de la personne, en fait, les pages noires, les pages cachées, le portrait noir de la personne pour faire pression sur elle. Et dans la vie réelle d'espionnage, en réalité, c'est la 5e des bases de recrutement, c'est la dernière. Parce que on dit toujours, quand il faut recruter une personne, il faut recruter sur la base positive, sur la motivation positive plutôt que sur la motivation négative. Parce que la personne sur qui on fait la pression, elle va essayer après de s'échapper. Donc c'est du court terme finalement. Voilà, ça peut marcher. Des fois, ça peut marcher même assez longtemps, mais la personne on peut pas faire confiance à cette personne parce qu'elle va toujours chercher à nous faire un mauvais coup. Au contraire, il faut chercher les personnes qui veulent d'eux-mêmes pour de l'argent ou pour se venger de leur service. En fait, il faut toujours trouver une motivation positive. Et donc, ça marche. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand justement on doit traiter une cible potentielle à travers ces leviers positifs pour l'amener petit à petit à accepter, si jamais la personne au départ est pas tout à fait dans cette idéologie ou a besoin un petit peu d'argent mais pas trop, comment est-ce qu'on l'amène insidieusement finalement à...
C'est un processus qui est très complexe. D'abord, on n'est pas tout seul. Hein. Ça veut dire que cette personne, on va l'entourer en fait d'agents qui vont recevoir énormément d'informations sur cette personne et on va trouver ses failles. Et donc, officier recruteur, avant de rentrer en contact avec la cible, en réalité, il sait déjà tout sur elle et il sait déjà toutes ses failles. Et puis après, c'est comme finalement, c'est comme un garçon approche une fille. En fait, c'est exactement la même chose. En fait, c'est pour arriver à un mariage. C'est le couple d'officier traitant avec son agent. C'est un couple marié en fait. Donc c'est la même chose. C'est vous jouez sur la sympathie, sur les intérêts de cette personne-là, sans l'effrayer, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, c'est pas un viol. Hein. Ça peut se faire. Quand je dis un viol, c'est-à-dire que vous pouvez venir directement et dire, tiens, on te propose ça. Directement, quand vous n'avez pas le temps. Surtout, ça se fait lorsque vous avez une mission urgente. Vous savez que après-demain, il y a le monde qui va s'écrouler, cette personne possède une information clé, on n'a pas de temps à perdre, on ne peut pas le faire doucement comme il faut. Et donc à ce moment-là, vous pouvez proposer directement, donc quitte ou double, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est dangereux. Et le processus normal, c'est un processus long où la personne ne doit absolument se rendre compte. Et en fait, il faut établir la confiance et vous lui dites à la dernière minute, en fait, déjà même quand le mariage est consommé, déjà elle travaille pour vous, vous pouvez l'amener déjà à travailler pour vous. Il y a des façons de le faire. Par exemple, si la personne n'est pas idéologiquement communiste comme nous étions à l'époque, travaillant pour l'Union soviétique. C'est pas grave, on va travailler sous le faux drapeau. On va se présenter en tant que des personnes de droite, voire même d'extrême droite, maoïstes, enfin peu importe. Mais vous allez donner à la personne ce qu'elle a envie de voir. Absolument, c'est ça. C'est le principe même, ça veut dire qu'en fait, les gens aiment les mêmes choses qui sont eux, qui représentent. Et donc, on va devenir un miroir. Poutine, d'ailleurs, possède ça très bien. Hein. C'est un des rares talents, le vrai talent qui sait s'adapter à son interlocuteur. Pour. Ça veut dire qu'en réalité, on va devenir le portrait de la personne. Parce que la personne, lorsqu'elle vous regarde, en réalité, elle doit voir son portrait à elle. Ça veut dire qu'en fait, il voit son portrait. Donc, la plupart des gens s'aiment. Et quand ils voient leur portrait, donc c'est jouer sur l'ego quelque part, en adaptant la gestuelle, la tonalité. C'est beaucoup. Ouais. C'est énormément jouer sur l'ego, sur les intérêts de la personne, sur les sensibilités de la personne, sur l'empathie, mais aussi jouer d'une manière perverse, parce qu'on doit paraître très sincère. Et plus on est sincère, c'est facile lorsque c'est vraiment sincère. Ça veut dire que lorsque la personne que vous recrutez vous plaît réellement et lorsque vous appréciez réellement cette personne-là, c'est très facile parce qu'en fait c'est comme dans l'amour. Hein. Voilà. Mais en revanche, si vous devez recruter un mec dégueulasse, un salaud accompli, mais qui travaille à l'endroit qui vous intéresse, vous faites ça. Et vous y allez. Hein. Et justement, est-ce que cette dissonance cognitive entre l'empathie nécessaire pour créer du lien avec la personne et avoir cet effet miroir et la capacité à se rendre compte qu'on n'est pas, comme vous le disiez, en totale adéquation avec cette personne, est-ce qu'elle ne crée pas un fossé à un moment donné par rapport à soi-même ? Non, c'est la technique. Ça veut dire que on vous apprend ça, c'est la technique. Et d'ailleurs, on vous prévient, vous ne devenez jamais l'ami de votre agent. C'est un piège. Hein. Il ne faut pas aimer votre agent. Votre agent, c'est un outil. C'est un Kleenex. S'il faut le jeter, donc vous lui promettez ce qu'il veut, mais quand il faut le jeter, vous le jetez comme un Kleenex. D'ailleurs, dans le film que j'ai cité, américain, le jeu d'espion, c'est exactement ça. Et en fait, le problème d'officier traitant, lorsqu'il voit
que, par exemple, le service lui dit, bon, c'est fini avec cette personne-là. S'il faut la dénoncer à la limite au service de contre-espionnage de son pays, s'il va en prison ou s'il va être fusillé, c'est pas notre problème. Hein. Donc on est très cynique par rapport à ça. Et ça peut créer un problème. Mais pour recruter un salaud complet, c'est pas un problème, c'est la technique. Hein. Ouais. En fait, nous sommes des professionnels. C'est comme les prostituées. Les prostituées n'aiment pas les clients avec lesquels elles couchent. Elles doivent faire croire que oui, mais en réalité... Mais c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont là comme des professionnels. Ils font leur travail de professionnels. Et au contraire, en fait, vous savez, c'est le principe aussi. J'embrasse pas. En fait, je fais mon métier, mais c'est pas l'émotion. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été sujet à une situation critique, une remise en question de votre légende dans le cadre d'une de vos opérations ou de vos activités ? Oui. C'était pas dramatique. Ça veut dire que je n'avais pas le danger mortel, si vous voulez, de ça. Mais ce qui s'est passé, c'est en 1989, j'arrive déjà pour la première fois officiellement sur le terrain en France. Et donc c'est un échange officiel sous l'égide de la jeunesse communiste à l'époque, et donc de Franz-Hurs. Et pendant un débat public, il y a un jeune de 6 ans qui se lève en disant je veux rentrer au KGB, comment je fais ? Là, je dis, il me pose la question, ça veut dire qu'il croit que je suis un officier de KGB s'il me pose la question. Est-ce que c'est de la provocation ? Est-ce que on lui a demandé de faire ça parce que il y a les services français qui me soupçonnent d'être un officier de KGB ? Et donc, déjà pour commencer, je le ridiculise. Ça veut dire qu'en réalité, vous savez, quand on vous pose, c'est ça le truc, c'est si on vous pose la question, vous êtes au KGB, et vous commencez à dire non, je peux pas être au KGB. Enfin, ça convainc personne. Au contraire, en fait, ma technique, elle a marché d'enfer. Je suis le directeur du KGB. Voilà. Je suis le vice-directeur du KGB, et Andropov est à ma botte. Enfin, c'est moi qui dirais, vous croyez que c'est lui ? Non, c'est moi. Moi, je suis le vrai directeur du KGB. Et là, tout le monde rigole. Tout le monde rigole parce que voilà. Donc c'est ça. Et puis je lui ai répondu à l'époque. Tu veux devenir un agent secret ? Et là, devant 40 personnes, tu dis comment devenir un agent secret ? T'es un imbécile. Et donc le KGB n'a pas besoin d'imbéciles. En gros, je lui ai pas dit comme ça. Bien sûr. Mais bon. Voilà. Mais j'ai très très mal vécu quand même le truc, parce que j'ai un grand berger, etc. Après, je l'ai mis à part, je l'ai pris à part, et je lui dis mais c'est vraiment la connerie que tu as faite. Mais bon, il a 16 ans, hein. Donc il était vraiment très sincère, il était vraiment... il n'était pas imbécile, hein. C'est quelqu'un de très intelligent, mais il était immature, en fait. C'est un gamin. C'est un gamin, il n'a pas pensé à ça. Et en fait, je lui ai dit, hein, je lui ai donné... En même temps, je lui ai dit, écoute, on est dans un échange de la gauche en France. Tu imagines que les gens de gauche vont devenir un président. En fait, à l'époque, on était loin encore même s'il y avait Mitterrand qui était déjà socialiste, président socialiste, mais les ministres communistes, ils ont fait pas long feu au gouvernement. Et donc, je lui ai dit, il faut changer déjà, il faut prendre tes distances avec le Parti communiste. Au contraire, il faut rentrer dans un parti si tu veux rester de gauche, rentre chez les socialistes à ce moment-là, parce que les socialistes ont été déjà au pouvoir, et donc en France, ça ne choque plus personne, mais les communistes, non. Donc voilà, des trucs comme ça. Alors, je change un petit peu de sujet. Je crois que vous en parliez dans certaines de vos interviews. On voit souvent dans les films des gadgets incroyables qui sont un peu liés à l'espionnage. Vous avez été confronté à quel type de matériel dans le cadre de vos missions ou en dehors de vos missions, et qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision ? Ça m'a surpris d'une manière négative, et ça je l'ai déjà raconté, mais je ne cesse de le répéter, surtout à l'époque moderne, parce qu'il y a les jeunes qui vont regarder notre émission. Eux qui sont avec les smartphones, tout numérique, avec plein de gadgets, déjà les gadgets qu'on peut actuellement acheter sur Internet, c'est
100 fois plus performant de ce que nous avions au sein du KGB. C'est pour vous donner l'idée. Et la chose qui m'a frappé le plus, j'entre en 1984 à l'école prestigieuse de l'espionnage du KGB, il n'y a aucun ordinateur. Aucun ordinateur. On ne nous apprend pas à utiliser le PC. On nous donne des machines à écrire mécaniques. Des machines à écrire mécaniques. 1987, je sors de cette école, je rentre au quartier général de Yasenevo. Aucun ordinateur personnel. Les machines à écrire électriques. Mais les machines électriques. Mais les machines à écrire. Taper. Et là, c'est quelque chose qui vous surprend. À cette époque-là, juste pour prendre la mesure en fait du retard de l'Union soviétique, à cette époque-là, aux États-Unis, les gamins avaient déjà le PC sur lesquels ils jouaient dans leur chambre. Donc les gamins, les ados. Et nous, les plus grands espions du KGB, on n'avait pas d'ordinateur. Mon premier ordinateur, je l'ai acheté en France quand je suis rentré à l'ENA en 1991. C'était quoi, par crainte d'une infiltration informatique? Non, je crois que c'était juste vraiment un retard technologique. Et pendant la formation, donc quand même, on a eu des gadgets où vous pouvez avoir, vous savez, les appareils photo qui sont intégrés dans une serviette avec laquelle, mais c'est un truc, on sentait que c'était tellement vieux en fait. On vous donnait la vieille serviette de KGB comme dans les mauvais films d'espionnage en fait, dans les James Bond, dans lesquels quasiment on entendait en fait la clac clac qui était sur le côté qui s'ouvrait en fait. Et on nous équipait par exemple d'un moyen d'enregistrement qui était assez moderne, qui était miniaturisé, mais je suis tombé, donc je devais avoir une conversation avec un agent potentiel et une conversation de 2 heures avec les sujets très compliqués des relations internationales, avec plein de noms, plein de dates, etc. Donc, après, vous devez rédiger le compte-rendu de la conversation avec la mémoire, mais aussi grâce à l'enregistrement. Et je rentre en fait dans la Residentur, dans l'antenne imaginaire du KGB. C'était un jeu opérationnel. Et je constate que mon magnéto en fait n'a rien enregistré. Mais le problème, c'est que quand vous savez que vous avez un magnéto sur vous, vous faites pas un effort en fait d'enregistrer, parce que pourquoi faire puisque c'est lui qui enregistre. Donc vous ne retenez quasiment rien et ça m'a servi de leçon. Et finalement, vaut mieux compter sur soi-même. Et l'autre jour, j'ai répondu à un questionnaire d'un collègue journaliste qui disait quel est le matériel le plus performant que l'espion puisse utiliser. Son cerveau. Et moi je lui dis le cerveau. Voilà. C'est le seul mécanisme qui ne va jamais en fait, c'est le seul mécanisme dont vous êtes le maître. Sur lequel il peut compter, réellement. Voilà. Même il peut être défaillant, mais c'est vous qui êtes le maître de ce mécanisme-là. Tandis que l'autre, s'il fonctionne bien, il peut vous rendre service, il n'y a aucun problème, mais c'est toujours un matériel d'appoint. Et donc, bien évidemment, maintenant, vous pouvez avoir plein de trucs. Avec AI, maintenant, qui est en train de tout changer. Là, ça va changer tous les métiers, mais le métier d'espionnage, en fait, en gros, maintenant, le métier d'espionnage n'a plus la raison d'être, parce que, vous savez, j'ai un collègue journaliste qui a analysé, par exemple, l'interview de Poutine avec son journaliste préféré, et Poutine qui disait, nous, on déteste l'Occident, la Russie, c'est un grand pays qui possède son propre économie, on est absolument autonome, on n'a pas besoin d'Occident. Et ce journaliste, il a fait les photos des intérieurs de l'appartement de Poutine au Kremlin, l'a donné à AI, et AI a dit la salle de muscu, c'est les États-Unis, le frigo, c'est l'Allemagne. En fait, il n'y avait rien de russe dans cet appartement. Ou à la rigueur chinois, mais pas russe en tout cas. Et l'AI a tout de suite, en fait, sans hésitation, avec les profils, en fait, analysés, et la puissance d'analyse, en fait, d'intelligence artificielle actuellement, c'est énorme, en fait. Mais tout ça, lorsque vous l'avez. Bien sûr. Parce que vous vous trouvez au Mali,
ou en Afghanistan, au Pakistan, ou en Inde. Vous vous retrouvez dans un truc où le téléphone portable ne passe pas. Et c'est que les anciennes techniques qui marchent. Et puis, puisque ça, c'est un outil, mais en même temps, c'est un espion. Parce qu'il sait tout de vous. Hein. Et donc, il peut vous piéger. Parce que si vous avez oublié de désactiver la géolocalisation, donc vous êtes repéré. Mais même si vous avez désactivé, il y a quand même des relais locaux qui vont vous mettre, vous trianguler et donc donner votre position, même si la géolocalisation est désactivée. Et en plus, on peut prendre le contrôle à distance avec un Nancy Catcher, etc. C'est ça. Voilà. Et donc finalement. La plupart du temps, c'est low tech. En fait, c'est les anciennes techniques qui sont les plus fiables quand il y a des opérations les plus dangereuses. Et donc, vous laissez tous les gadgets à l'extérieur parce que les gadgets, c'est aussi les pièges. Mais est-ce que c'est pas l'apanage d'un service de renseignement moderne d'être capable des deux, d'avoir une intensité dans la collecte d'informations avec, je pense à la NSA, avec Palantir notamment, qui est un outil d'IA de collecte d'informations prodigieux, et de l'autre côté d'avoir un service humain extrêmement performant pour être capable d'actionner finalement l'information qui a été collectée? Vous avez répondu vous-même à votre question, oui. Ouais, c'est exactement ça. Et de préférence avec deux services différents. Pour qu'il y ait une complémentarité, qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et une concurrence. Et c'est pour ça que les États-Unis, ils ont fait NSA qui écoute tout et qui regarde tout et qui enregistre tout, et CIA qui a encore les vieilles techniques de traitement de sources à l'ancienne. Alors on a souvent une idée de ces classements. Pour vous, aujourd'hui, avec les informations dont on dispose, quels sont les services de renseignement les plus performants au monde? J'en parle dans mon livre. Pas spécialement, mais en passant. Parce que c'est la question effectivement récurrente. Je dirais que on ne peut pas classifier. C'est comme si on disait qui est le meilleur entre le requin, le lion, la panthère et l'éléphant. On peut pas dire ça. C'est très contextuel, en effet. En fait, chaque service a ses capacités, chaque service a ses avantages et sa spécificité. Et je dirais que les Américains, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'agressivité et c'est peu de finesse. Donc, moins vous avez de moyens, plus vous avez l'intelligence et les finesses. Donc, les Anglais et les Russes sont plus fins. Les Israéliens sont très inventifs et intrépides. On l'a vu avec les beepers et le Hezbollah, qui était une opération incroyable. Je consacre un chapitre entier dans mon livre, bien évidemment, parce que je trouve que c'est une des plus belles opérations de tous les temps. Très bien ingénérée, en tout cas. Non seulement piéger les gens, mais il faut que... En fait, c'est ça. Et dans le recrutement d'agents et dans l'infiltration. Il faut que votre cible cherche elle-même à rentrer en contact avec vous. Il faut qu'elle cherche à vous faire la cour. Et pour peut-être redonner un élément de contexte. Ça, c'est le top. Les Israéliens ont créé des sociétés écrans en Chine qui sont devenus les fournisseurs des responsables du Hamas, qui du coup ne se sont servis que de cette boîte-là pour prendre... C'est même pas en Chine. Ils ont, parce qu'en fait, je crois que c'est la Corée du Sud, mais ils ont créé des sociétés écrans en Europe qui travaillaient soi-disant pour les sociétés de la Corée du Sud, pour que les dirigeants de Hamas sont venus les supplier de leur vendre les fameux pagers, les fameux téléprompteurs qu'ils ont utilisés, avec lesquels les Israéliens ont endommagé 3000 personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, du coup, quelles seraient les autres spécificités de différents services? Vous avez parlé du MI5, des États-Unis et de leurs moyens. On vient parler rapidement du Mossad. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la DGSE ou du service chinois? Parce que c'est évidemment pas du tout la même échelle et le même type d'expertise. DGSE, c'est un bon service.
C'est un service qui n'est pas énorme, et c'est justement un service qui est pas mal, parce que souvent il manque de moyens par rapport bien évidemment aux États-Unis, qui sont arrogants par leur trop de moyens, ça crée une arrogance. Lorsque vous avez un budget qui est un peu strict, un peu serré, vous êtes obligé d'inventer, d'être inventif, d'être intelligent, plus inventif que celui qui a juste le fric. Et donc le service français est très bien. Le service français peut être aussi très dur. Ça veut dire le service action, et aussi un service qui fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je consacre un chapitre entier à l'histoire de Rainbow Warrior, parce qu'en France, faussement, on dit que c'est un échec du service. En fait, non, pas du tout. C'est une réussite parfaite du service. C'est un échec de l'État dans le traitement de son service. Mais c'est une réussite parfaite, y compris même par rapport à cette pauvre victime qui est le photographe portugais, parce qu'en gros, en fait, ils étaient très inventifs, parce que d'abord, ils ont organisé, en fait, on rappelle quelques éléments, la DGSE, sous l'autorité de l'État, donc François Mitterrand qui était président et Charles Lernu qui était ministre de la Défense, a donné l'ordre en fait de faire couler le drapeau Rainbow Warrior de Greenpeace, parce que il est gêné pour les essais nucléaires dans l'atoll Mururoa dans le Pacifique. Et donc ils ont réussi à faire ça dans un port en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait d'abord une petite explosion qui a éveillé l'équipage. Il y en avait 12 personnes qui restaient à bord, qui a éveillé et effrayé l'équipage, qui est sorti du bateau sur le quai. Et après, il y a eu une grosse explosion qui a endommagé la machine et donc a fait couler le bateau. Mais parmi ces 12 personnes, il y a eu un photographe portugais qui, à la dernière minute, s'est dit « Mais mon matériel photographique, je ne peux pas le laisser sur le bateau. » Et donc, il est retourné sur le bateau, et donc c'était la victime. En gros, je dis clairement, c'est lui-même qui s'est fait la victime, parce que il a été poussé par le besoin de son matériel. S'il avait entendu tranquillement, comme tous les autres sur le quai, la police, il aurait été vivant. Et d'ailleurs, l'opération, y compris après l'arrestation des époux Thurange, les faux époux Thurange, était une réussite, parce que bon, eux en fait, ils étaient les coordinateurs. Ça veut dire ils n'ont pas touché l'explosif, ils n'ont pas touché, ils ont rien fait sauter. En fait, c'est pas eux qui ont fait sauter. Et la police néerlandaise n'avait rien à leur reprocher. Bon, ils leur reprochaient la violation de la migration, parce qu'ils sont entrés avec les faux papiers en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est une réprimande, à la limite une amende, interdiction de territoire au pire, interdiction de territoire au pire, etc. Mais il y avait rien de dramatique. Mais Laurent Fabius, qui était le Premier ministre français, a donné, en fait, les agents de la DGSE, les officiers de la DGSE, a donné officiellement. Donc c'est une trahison, c'est la haute trahison du système d'État. Ouais. Justement, quand on est espion, il y a plein de techniques d'information clandestines, il y a des red drops, les boîtes aux lettres secrètes. Est-ce que vous êtes au courant de certaines nouvelles méthodes du fait de, j'allais dire, la numérisation du monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'utilisent les espions à l'heure actuelle pour échanger des informations sans se faire prendre? La même chose, mais dans le numérique. Ça veut dire maintenant, les dead drops, c'est sur Internet. C'est plus dans une forêt ou au coin d'une rue. Vous mettez votre information quelque part sur Internet, et même c'est plus efficace, parce qu'il y a des trillions, des quintillions de données qui circulent sur Internet. C'est très difficile de les retrouver. Donc ça, c'est la première chose. C'est beaucoup plus efficace parce que c'est instantané. Donc toutes les techniques avant qu'on utilisait, par exemple par radio pour envoyer le truc en une fraction de seconde, donc maintenant c'est vous postez ça par SMS ou par email, ou tout simplement il y a aussi j'explique aussi la technique de sténographie, attendez. Je m'embrouille toujours avec ce terme. Sténographie, c'est prendre les notes. Sténogamie, un truc comme ça. En fait, j'ai le terme,
nos auditeurs et nos spectateurs vont le retrouver sur Internet, mais en fait, le procédé, c'est ça. Vous prenez une image ou une vidéo. Au niveau d'ordinateur, une image, c'est les pixels, ça veut dire que vous avez des millions, voire des milliards de petits points qui composent l'image. Et donc, si vous prenez quelques petits points, quelques cases, quelques pixels de l'image, en fait, l'œil humain ne verra absolument aucune différence. L'image va rester intacte. Mais pour l'ordinateur, dans les cases que vous avez utilisées, au lieu de pixels de couleur, vous allez mettre quelques informations et donc vous pouvez cacher vos informations dans une image. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment moderne. Justement, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure en parlant du FSB, du GRU ou du SVR. Aujourd'hui, le sentiment qu'on peut avoir quand on regarde ce qui se passe au niveau de la Russie, c'est plus qu'une mise en concurrence, c'est presque une défiance entre ces différents services. Est-ce qu'il n'y a pas pour Poutine un risque d'implosion finalement au travers de ces services ? Il construit lui-même cette concurrence. D'ailleurs, ça lui joue des tours. Par exemple, vous prenez la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Normalement, c'est, je dis, la GRU, puisque c'est la Direction générale du renseignement militaire, donc qui aurait dû lui fournir le renseignement pour mener à bien cette guerre. Mais il n'avait pas confiance aux militaires et donc il a donné cette mission, cette tâche au 5e service du FSB. Et le 5e service du FSB, dirigé par le général Beceda, l'a baladé pendant des années. En fait, ils ont dépensé du fric, ils ont détourné des milliards de roubles en disant « Nous avons acheté toute l'Ukraine, tout est dans notre poche, l'Ukraine n'attend que les Russiennes, ça va se passer comme en 2014 avec l'annexion de la Crimée, ils vont pas bouger, etc. » Et en fait, ils étaient complètement dans le tort. Et voilà, donc et c'est pas parce que vous mettez en concurrence le service, c'est pas parce que vous faites confiance à un service qui n'est pas spécialisé que vous obtenez forcément le résultat. D'ailleurs, il y a autre chose côté américain. Par exemple, il y a un article qui vient d'être publié dans Politico aujourd'hui ou hier, que depuis son entrée à la Maison Blanche, Donald Trump a tout simplement 12 fois entendu les rapports des services de renseignement américains. 12 fois pendant 3 mois et demi. Ça veut dire, en réalité, il n'écoute pas les services parce que, soi-disant, il n'en a pas besoin et donc il fait des conneries en permanence. Et voilà, et c'est comme ça. Mais du coup, pour qu'on comprenne bien, c'était le cadre de l'opération spéciale qui s'est ensuite transformé plutôt en guerre, et je crois que c'est pour ça qu'il a nommé Valéry Gerasimov pour s'occuper justement, et donc que l'armée reprenne un petit peu le contrôle de ce qui est devenu non plus une opération spéciale, mais une guerre, en changeant d'échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est un peu l'image qu'on a, on parlait de Skripal tout à l'heure ou d'autres cibles qui ont été traquées par la GRU, est-ce qu'il y a une concurrence aussi entre les services pour montrer leur efficacité, pour le fait du prince finalement, et avoir plus de pouvoir derrière dans l'institution ? Je crois que en réalité, c'est plus la spécialisation. Ça veut dire que tout ce qui est musclé, maintenant c'est les FSB et la GRU, et tout ce qui est politique, très fin, analyse, etc., c'est plutôt le SVR. Donc c'est dans ce sens-là. Le SVR, d'ailleurs, n'est pas considéré comme un service de force, parce qu'ils n'ont pas de force. Et ils ont que leur tête, qui peut devenir une force, mais si on apprécie la force intellectuelle, ce qui est rarement le cas chez Poutine. Et le FSB est devenu tout simplement un moyen de faire pression sur les hommes d'affaires, de récupérer du fric des entreprises. Donc, à mon avis, les services sont en train de devenir en fait ce qu'est devenu Prigojine. Prigojine, vous savez, ils ont créé ça aussi en dehors en fait des services. C'est un service privatif. Et qui a servi beaucoup en fait. Il disait nous n'avons rien à voir avec ce service, et c'est les mercenaires qui sont à l'étranger. Ils n'ont rien à voir avec l'État, et donc c'était un moyen aussi de se mouiller à l'étranger sans mouiller l'État russe, et ça marchait très très bien. Sauf que Poutine, avec la guerre en Ukraine, lorsqu'il fait venir Prigojine sur le front,
il est en train en fait de tuer son propre service qui fonctionnait très très bien à l'étranger, en Afrique, dans d'autres terrains, terrains difficiles à l'étranger. Donc non, je crois qu'en fait c'est la concurrence, elle existe, mais c'est une concurrence qui est malsaine parce qu'il y a la concurrence sportive saine et la concurrence malsaine où il faut non pas travailler mieux que l'adversaire, mais faire des vacheries à l'adversaire comme ça et progresser comme ça. Et donc, chez Poutine, c'est plutôt ça qu'on voit actuellement. Justement, vous faites une transition parfaite. J'aimerais qu'on ouvre ce chapitre Poutine. Vous disiez que vous l'avez rencontré et que vous avez intégré l'Institut Andropov en même temps que lui. Ensuite, il est parti à Dresde. Non, je dis pas ça. Je dis que lui, il est entré à l'Institut Andropov en même temps que moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut décrire de sa psychologie et qu'est-ce que finalement Poutine cherche à faire, que ce soit avec l'Ukraine ou aussi, on l'a vu avec la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie. On a le sentiment que ça peut nous donner en tant qu'Occidentaux, c'est de se dire que finalement, la mainmise qu'il avait et l'ex-URSS est quelque chose de regretté par Poutine. Il veut recréer une fédération de Russie et il veut garder et contrôler sa zone d'influence. Comme je vous ai dit, la personne de Poutine, c'est une personne torturée, complexée, qui a été considérée déjà par le KGB qui est mauvaise pour les services secrets. Parce que il était parfois imprévisible et surtout, on a mis aussi dans son dossier qu'il a le niveau de compréhension de danger qui est inférieur à la normale. Ça veut dire qu'il ne sent pas le danger. Le danger chez l'humain, la peur chez l'humain, c'est un moyen de détection en fait, c'est un moyen de sauvegarde aussi, parce que ce qui nous effraie nous sauvegarde. On va pas se risquer, et donc si on va se risquer, on va calculer le risque, et c'est tout ce qui se passe dans les sports à risque, dans les métiers à risque. Mais si vous avez un mauvais jugement en fait de risque, vous devenez dangereux pour vous-même. Et aussi pour le service pour lequel vous travaillez. C'est pour ça que le service n'a pas voulu, en fait, le service d'espionnage n'a pas voulu garder Poutine à Yassinevo et de l'envoyer à l'étranger capitaliste à l'époque. Et maintenant, cette personne-là est devenue le chef d'État, mais lui, il n'a pas changé, en fait. Il a les mêmes travers, et on le voit. Par exemple, la guerre en Ukraine, c'est l'exemple le plus frappant de Poutine. Parce que, par exemple, l'annexion de la Crimée, c'est une opération qui était brillante. On rentrait sans tirer les coups, sans se faire prendre, soi-disant, sur l'appartenance en Russie, même si tout le monde savait que c'était les forces armées russes. Mais on était gentils, on était polis, on répondait à rien, on souriait, on n'offensait pas les gens et on regardait ce qui se passe. Si les Ukrainiens avaient répondu d'une manière violente et active, les Russes seraient partis. Mais comme les Ukrainiens ont accepté ça, cette opération a marché très très bien. Après, faux référendum et la Crimée est devenue russe. Donc ça, c'est de la réussite. Mais pour la guerre, par rapport à l'Ukraine, Poutine en même temps était motivé non pas par la rationalité, mais par l'émotion. Et ça, c'est la pire des choses, qui est soit dans les services secrets, soit dans la conduite de l'État. Parce que, en fait, l'Ukraine, à 2 reprises, a chassé son homme de paille, qui était Yanukovych. La première fois, l'Ukraine n'a même pas voulu l'élire, en 2004-2005. Et la deuxième fois, elle l'a élu, mais après, elle l'a chassé. Et Poutine, en fait, avait une aversion, avait une haine de l'Ukraine. Et il a voulu faire la guerre, mais il croyait que il suffisait, en réalité, juste d'amadouer et d'acheter les Ukrainiens. Et il n'a pas compris, en fait, que l'Ukraine n'était absolument pas prête à rentrer dans sa zone d'influence. Mais il a insisté. Et donc, du coup, à mon avis, il a commis sa faute géopolitique la plus importante, parce que, à mon avis, quand il a commencé la guerre, il l'a déjà perdue. Et tout prouve ça, non pas d'une manière classique. Ça veut dire que les gens vont me dire, mais il contrôle 19% du territoire ukrainien, etc., etc. Oui, sauf que la plus grande armée du monde
ça fait 3 ans et demi qu'il ne peut pas combattre, il ne peut pas conquérir un pays qui est 10 fois inférieur au niveau économique et militaire par rapport à la Russie. Oui, puis je crois qu'ils ont pris que 6% là, ils avaient déjà 14% avec la Crimée. C'est ça. Et une partie de Donbass, effectivement. Et en fait, au début de l'invasion, ils avaient 30%. Et en fait, ils ont reperdu parce que les Ukrainiens les ont chassés. Ils étaient devant Kiev, ils étaient à Tcherniv, à Soumy, ils étaient à Mykolaiv, ils étaient à Kherson. Et en fait, ils étaient obligés de se retirer suite à la contre-attaque ukrainienne. Il a prouvé que la Russie n'était économiquement pas fiable puisqu'il est allé chercher l'aide militaire chez la Corée du Nord, y compris avec les militaires des Coréens du Nord, 12 000 ou 15 000 qui étaient envoyés à Koursk. Sans eux, ça a duré 9 mois. Gerasimov, le fameux Gerasimov, lui a dit 24 heures après, Koursk c'est fini, on l'a nettoyé. Et non. C'était un mensonge. C'était un mensonge. En fait, les Ukrainiens sont maintenus à Koursk pendant 9 mois. Et s'il n'y avait pas eu la trahison des États-Unis, de Trump, qui à un moment donné a coupé en fait le renseignement américain qui était donné aux Ukrainiens, les Ukrainiens seraient encore là. Donc non, en fait Poutine, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a déjà répondu à cette question lui-même. Parce que quand il était encore intelligent et prévoyant, il disait au début de son mandat, on lui posait la question combien de temps vous allez rester. Il a dit maximum 2 mandats de 4 ans, puisque si vous restez plus longtemps, vous perdez la réalité, vous ne contrôlez plus rien, vous commencez à devenir fou. Le pouvoir vous corrompt et vous rend fou. Et nous sommes en train de vivre ça. Et quelle est aujourd'hui la manière dont lui justifie le fait d'envahir l'Ukraine? Est-ce que, d'après vous, ce qu'il a en tête, c'est vraiment de réunifier l'ex-URSS à travers la Grande Russie? Et si jamais il estimait qu'il avait un succès en Ukraine, quelle serait sa limite d'expansion territoriale? Il est fou par rapport à ça parce qu'en fait, il n'a pas compris. Et ça c'est aussi la qualité, la mauvaise qualité de Poutine, de son défaut, parce qu'il est incapable de reconnaître ses fautes. Il est incapable de faire marche arrière. Il est incapable. Trump, par rapport à ça, est complètement différent. Trump fait des conneries sur un coup de tête, mais tout de suite derrière, d'abord il dit au Canada, je vous mets les taxes de 50%, 2 jours après il dit je suspends ces taxes et j'oublie les taxes. Et donc il y a aucun problème par rapport à ça. Même si il est imprévisible, c'est difficile de travailler avec lui parce que en fait on n'est jamais sûr, mais au moins on sait qu'il peut faire marche arrière. Poutine ne fait jamais marche arrière, il est inflexible, même quand il est complètement dans le tort. Et donc en fait c'est les raisons pour lesquelles toutes les raisons qu'il a données, c'est les raisons qui sont fausses, parce que la Crimée, tout est faux en disant oui, Khrouchtchev en 1954 a fait cadeau de la Crimée, et il y a même un certain nombre de mes collègues qui sont sérieux, qui reprennent en fait cette connerie, parce que j'ai fait l'ENA. Ça veut dire j'ai appris à gérer les territoires, et en fait Khrouchtchev a fait l'unique chose qui était logique par rapport à la Crimée. Lorsque vous avez toutes les voies d'approvisionnement d'un territoire qui viennent d'une république, d'un autre territoire, vous ne pouvez pas décider pour ce territoire sur un autre. Et donc en fait il a rattaché à l'Ukraine parce que l'eau, les chemins de fer, l'électricité, tout venait de l'Ukraine, et la planification se faisait à Moscou, en Russie. Donc en fait c'était ingérable. Et donc il a dit non, ce territoire-là, ce qui est une péninsule, ça veut dire que vous ne pouvez pas. La Russie était de l'autre côté de la mer d'Azov, et en fait la seule partie qui est reliée à ce territoire par terre était ukrainienne. Et donc c'était logique ce qu'il a fait. Et Poutine d'ailleurs, en fait, malgré tout ça, il a dit oui, la Crimée, il y a l'histoire, enfin l'Empire russe a combattu, etc. Une fois lorsqu'il a annexé la Crimée, pourquoi il a fait la guerre après? Parce qu'il a constaté effectivement qu'il ne pouvait pas approvisionner la Crimée. Il a construit le pont de Kertch, mais ça ne suffisait pas. Et donc, il a fait cette guerre pour créer justement le rattachement à la terre ferme pour approvisionner la Crimée. Et donc, les justifications de Poutine par rapport à cette guerre sont complètement fausses. C'est les fameuses la dénazification. La Russie, c'est un pays pas nazi, c'est un pays fasciste actuellement. C'est un pays, un des plus grands pays fascistes du monde. Et donc,
soi-disant combattre les nazis par un pays fasciste, c'est quand même le comble d'ironie. Puis Zelensky en plus est juif, donc c'est... Ouais. Mais du coup, que cherche-t-il? Parce qu'il y a l'Abkhazie, il y a la Transnistrie, il y a des zones d'influence très fortes dans cette Europe de l'Est. Il cherche à agglomérer autour de lui une force contre-occidentale. Enfin, voilà, quel est son objectif en définitive? Il ne le sait pas lui-même. Parce que si vous prenez par exemple la Géorgie, ça s'est passé différemment. Il a conquis 20% de territoire, donc il a pris l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et après, ça lui a suffi en fait de voir qu'un gouvernement pro-russe est en Géorgie. Mais c'est un gouvernement pro-russe qui n'a pas rétabli les relations diplomatiques avec la Russie. Le président géorgien n'est pas venu le 9 mai, le dernier 9 mai, sur la place rouge à côté de Poutine. Donc en fait, c'est un pays qui subit Poutine, qui fait semblant d'être pro-russe, mais en même temps, il a gardé 80% et son autonomie par rapport à Poutine. Mais Poutine n'a pas voulu conquérir toute la Géorgie. Il aurait pu, parce que c'est un pays beaucoup plus faible que l'Ukraine. Et donc, en fait, la décision, par exemple, d'attaquer l'Ukraine, c'est une décision qui n'est pas rationnelle. C'est une décision vraiment irrationnelle. Il ne peut plus s'attaquer, par exemple, à l'Asie centrale, puisque le Kazakhstan, qui est un pays dans lequel, sur 19 millions d'habitants de Kazakhstan, il y a 3 millions de Russes et de russophones. Il y a un territoire énorme. Le Kazakhstan n'a quasiment pas de forces armées, donc en fait, c'était très facile. Et moi, après la Géorgie, je pensais que Poutine attaquerait le Kazakhstan et non pas l'Ukraine. En fait, rationnellement, militairement. Mais, en 2023, Xi Jinping a dit... C'est la Chine qui assure maintenant la souveraineté du Kazakhstan. Donc la Russie, c'est terminé. Et Poutine ne peut plus bouger, puisque sinon, il va se confronter à la Chine. Et la Chine, pareil, en fait, il y a deux pays majeurs, la Turquie et la Chine, qui sont les maîtres en Asie centrale. Oui, puis il y a le Turkménistan à côté qui est aussi aux confins. Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, mais Azerbaïdjan aussi. Donc en fait, tous les 5 républiques d'Asie centrale plus Azerbaïdjan, maintenant c'est la Turquie et la Chine qui assurent le protectorat de ce territoire. Poutine ne peut rien faire. Moldavie, Poutine ne peut rien faire actuellement puisque il n'a pas d'accès en fait, ni par la mer ni par la terre. La terre c'est l'Ukraine, la mer c'est la mer Noire où il ne peut plus faire quoi que ce soit puisque les Ukrainiens le chassent sur la mer Noire. Donc, c'est un peu plus difficile sur le terrain. Donc, il y a juste ce territoire de Transnistrie qui est une exclave russe ou une enclave russe sur le territoire. Il y a encore des bureaux du FSB. Soi-disant, mais en même temps, vous savez, les gens en Transnistrie, ils jouent encore les nostalgiques, mais en réalité, ils veulent pas devenir trop dépendants de la Russie, parce qu'ils comprennent tellement les avantages que représente l'Europe. Donc, ils jouent sur la déstabilisation. C'est comme avec Kaliningrad, ils jouent sur la déstabilisation des pays baltes de la Pologne, mais en même temps, en même temps, je dis que quand il a attaqué l'Ukraine, c'était un acte émotif et non pas rationnel. Et donc, comme il n'est pas rationnel, mais il est émotif, il peut faire n'importe quoi. Mais justement, ce que vous décrivez, c'est un personnage assez inquiétant. Vous dites, il n'a pas peur. Donc, et il agit sur l'émotion. Donc ça veut dire que c'est demain quelqu'un qui, s'il est acculé, peut tout à fait utiliser l'arme nucléaire tactique. Absolument. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs, moi je considère très sérieusement ce risque et je trouve que surtout, et ça je l'ai dit dans mon livre qui s'appelle L'engrenage ou l'escalade, je me souviens plus dans l'un des deux ou dans les deux, que Poutine sera encore plus dangereux s'il commence vraiment à perdre. Ça veut dire que s'il comprend qu'il est en train de perdre tout ce qu'il a voulu gagner, là il devient encore plus dangereux parce que là il peut appuyer sur le bouton nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans un rapport de force avec lui et lui laisser penser qu'il a une forme de victoire. C'est pour ça d'ailleurs, tout en étant assez critique par rapport à ces hésitations des États-Unis, de l'Europe par rapport à Poutine, je comprends ces hésitations parce qu'effectivement, ils ont bien compris qu'avec ce personnage-là, en gros, en fait, c'est un fou.
Et donc, il faut aller doucement pour ne pas le provoquer, parce que c'est un fou qui peut, à la limite, mettre les trucs suicidaires, parce que la guerre en Ukraine, c'est un acte suicidaire. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu l'inverse de ce qu'il proclame. Il disait: je ne veux pas que l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie. Il a obtenu la Suède et la Finlande dans l'OTAN. Donc la frontière directe avec la Finlande, c'est 1350 km avec l'OTAN. Donc c'est une connerie monumentale. En fait, il a obtenu l'inverse de ce qu'il voulait. Il a obtenu l'inverse même par rapport à l'Ukraine, parce que quand il a attaqué l'Ukraine, il a voulu diviser l'Europe occidentale et il a obtenu l'inverse. L'Europe occidentale n'a jamais été plus unie que maintenant, même si on a Fico et Orban, et Vučić. Vučić déjà, il n'est pas encore dans l'Union européenne, mais le reste de l'Europe, il est plutôt uni, il est plutôt en train de s'armer, de se renforcer que avant cette guerre. Donc en fait, il a obtenu absolument l'inverse de tout ce qu'il voulait, y compris en Ukraine, parce que l'Ukraine ne s'est jamais sentie une nation unie que suite à cette agression. Et justement, si demain, alors il était censé y avoir des pourparlers entre Zelensky en direct et Poutine en Turquie, on verra comment les choses se passent. Si demain ils parviennent à un cessez-le-feu ou même un accord, qu'est-ce qu'on peut imaginer que peut être la suite, parce qu'on sait que Poutine continue d'entraîner ses hommes, notamment en Biélorussie. La Pologne se réarme énormément. L'Allemagne a fait un effort très conséquent. On parle d'une Europe de la défense. Quelle peut être la stratégie pour contenir finalement les velléités de contrôle d'influence d'un Poutine qui peut-être en voudra toujours plus pour aussi sans doute préserver son pouvoir? À mon avis, Poutine ne va jamais traiter directement avec Zelensky, parce qu'il le méprise et il le craint. Il a peur de lui. Parce que Zelensky, c'est un homme complètement différent par rapport à celui que Poutine a rencontré en décembre 2019. Et il ne peut être que contraint, et actuellement, Trump n'utilise pas la contrainte. En fait, il joue côté russe plutôt que côté ukrainien, ou même occidental. Et donc, Poutine, pour le moment, n'est absolument pas contraint à le faire. Mais de toute façon, pourquoi j'étais d'accord avec le document que l'Ukraine a adopté en 2022, en automne 2022, de ne pas traiter avec Poutine? Parce que Poutine n'a pas de parole. Il y avait le mémorandum de Budapest, selon lequel la Russie garantissait la souveraineté nationale de l'Ukraine après le départ des armes nucléaires de l'Ukraine, et garantissait les frontières reconnues officiellement en 1991. Il a violé cet accord. Qu'est-ce qu'il nous prouve? Que n'importe quel papier qu'il va signer va être respecté? Absolument rien. Et en plus, selon la Convention de Vienne de 1969, tout papier signé sous la contrainte de la force, la menace de la force ou la force est nul au regard du droit international. Ça veut dire que tout papier signé avec l'Ukraine dans l'état où les forces russes sont dans les pays, dans le territoire occupé, est nul au regard du droit international. Et comment vous envisagez une suite possible, justement, post-conflit, étant donné qu'il y a une résolution à ce conflit? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que les Ukrainiens ne vont rien lâcher. Poutine, comme je vous ai dit, il va rien lâcher. Malheureusement, nous avons Trump qui ne comprend rien dans la géopolitique et dans ce rapport de force, mais surtout... C'est plus qu'il s'y désintéresse. Non, il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, mais il s'intéresse d'une manière complètement erronée, complètement débile. Est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'il s'intéresse surtout à le face-à-face qu'il a avec la Chine et qu'il a un désintérêt marqué pour l'Europe, qu'il estime être finalement des larbins pour lui et qui savent pas forcément grand-chose? Mais ce qu'il fait, c'est complètement débile, parce qu'en fait, s'il a le face-à-face avec la Chine, en faisant la guerre des tarifs avec la Chine, l'a poussé dans les bras de Poutine. Et donc là, on l'a vu le 9 mai, Xi Jinping avec Poutine, etc. Donc en fait, non, Trump, c'est un imbécile. C'est un imbécile au niveau international. Et c'est pas parce qu'il a été 2 fois élu par d'autres imbéciles, par 77 millions d'imbéciles américains, que ça lui donne une quelconque valeur présidentielle. Ce n'est pas un président, c'est quelqu'un qui est en train de tuer déjà des institutions américaines. Elle est en train de tuer les États-Unis à l'intérieur, et donc c'est lui, en fait, le problème avec lui, c'est que
il ne s'est jamais prononcé en disant je veux une paix juste pour l'Ukraine qui est un pays agressé et la punition d'un agresseur qui est là aussi. Non. Il dit je veux terminer le conflit, mais c'est pas c'est même insensé, c'est même pas pragmatique parce que même si vous obligez par la force. Et là, on revient même aux histoires qu'on a mentionnées tout à l'heure, aux méthodes de recrutement. En fait, le compromat, ça marche, mais ça marche quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Si vous imposez une paix à l'Ukraine qui n'est pas juste, l'Ukraine ne va jamais l'accepter. Et si vous donnez ce cadeau à Poutine de 20% de territoire ukrainien, pourquoi il s'arrêterait après? Pourquoi il ne continuerait pas avec d'autres pays, etc. Donc en fait, ça n'a pas de sens pragmatique. Mais Trump, c'est un imbécile. C'est vraiment un imbécile. Hein. Pour finir peut-être sur le sujet de Vladimir Poutine, on en a parlé très rapidement en parlant de Wagner et de Prigojine qui a tenté une sorte de coup d'État. Aujourd'hui, est-ce que la sécurité de Poutine est préservée? Est-ce que c'est poreux? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas estimer que d'ici 10 ou 15 ans, il y ait soit un coup d'État, soit il lui arrive quelque chose et que le régime change? Actuellement, il croit que c'est assuré. Et jusqu'à maintenant, ça a prouvé que c'est assuré parce que il s'occupe bien de ses gardes du corps. Il a fait de la sorte que ces gardes du corps deviennent des ministres, deviennent des hommes riches. Et donc, en fait, en gros, il dit si tu es fidèle autour de moi, tu deviendras après, tu auras une carrière comme Zolotov qui est devenu directeur de la garde nationale russe, comme actuel ministre des relations extraordinaire en fait de la protection civile. Hein. Avant c'était Shoigu, maintenant c'est quelqu'un qui est son ancien garde du corps, comme Dumin qui a été nommé gouverneur de la Toula et puis après maintenant est devenu secrétaire du Conseil d'État russe, etc., etc. Donc actuellement ça semble assuré et il y a pas eu de tentative. Mais au FSO, le service de protection, il y a eu quand même 2 défections qui étaient assez intéressantes. Il y avait 2 personnes qui sont parties, qui ont raconté comment c'est organisé. Et de toute façon, l'histoire nous a montré que quand il y a un régime fort qui est bien gardé, c'est la plupart du temps, il est renversé par un coup d'État, par un coup de palais. Et nous avons vécu déjà avec l'empereur Paul Ier en Russie, qui a été assassiné par les aristocrates et par sa garde privée. Et donc Poutine peut subir le même sort, surtout parce que d'un côté, bien évidemment, il y a des gens qui sont intéressés à la guerre, qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a d'autres personnes qui sont retrouvées sous les sanctions internationales, qui ne peuvent plus utiliser leur immobilier à l'étranger, dont les femmes ne peuvent plus venir faire shopping à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo, etc., dont les yachts ont été au moins mobilisés, voire même confisqués, dont les avoirs étaient gelés, voire même confisqués, et donc il y a pas mal de gens qui vivent mal. Et puis, de toute façon, la Russie actuellement est en train de s'écrouler économiquement. C'est un pays qui est meurtri et qui se renferme sur lui-même et qui va subir le sort de l'Union soviétique. Et est-ce que les services de renseignement occidentaux, est-ce qu'ils arrivent à finalement détecter les personnes dans l'entourage de Poutine qui seraient susceptibles de jouer un rôle là-dessus? Je crois que les services occidentaux, ou pas occidentaux, hein, les Chinois aussi, hein, donc le savent, ils savent détecter ces personnes-là. Mais en revanche, je crois que on n'a jamais misé vraiment sur un coup d'État venu de l'extérieur. Parce que bon, c'est vrai que la CIA, dans les années 50-60, a fait les coups d'État en Afrique, en Amérique latine, qui ont marché moyennement, hein, parce que à chaque fois, lorsque ça a été renversé, après, il y a eu d'autres coups d'État qui venaient. Et donc, en gros, en fait, on a compris que le changement de régime doit venir de l'intérieur, c'est la population locale qui doit choisir son propre sort. Et cette population locale qui pour le moment, en fait, elle ne soutient pas Poutine.
elle est juste neutre en fait. Et elle ne veut pas s'occuper de ça parce que il y a des craintes, parce qu'il y a quand même de la répression qui est importante. Donc les gens, en prononçant le mot guerre à la place de la phrase opération spéciale militaire, peuvent recevoir 7 ans de prison donc en Russie. Donc les gens ne veulent pas provoquer, donc ils se cachent. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'ils soutiennent Poutine. La preuve, c'est Prigojine. Et d'ailleurs, on a eu déjà la tentative de renversement de Poutine. Et Prigojine n'a pas été défait par Poutine. Au contraire, personne n'est venu soutenir Poutine, personne n'est venu défendre Poutine. Et d'ailleurs, ça a prouvé que ces fameuses 82 ou 87% soi-disant de soutien de Poutine par la population, en fait, c'est faux. Ça n'existe pas. Sociologiquement, ça n'existe pas. Il est haï dans sa propre ville natale. À Saint-Pétersbourg, c'est 10% à peine de soutien à Poutine. Bon, s'il n'y avait pas des élections truquées comme il a l'habitude d'organiser, il aurait été déjà renversé il y a plusieurs années. Donc il a faussé la Constitution. Donc en fait, il reste là. En plus, il devient de plus en plus vieux. Donc il fatigue. Les gens regardent plus les émissions de propagande. En fait, nous, on les regarde, on les met en quelque sorte en exergue pour expliquer un tout petit peu comment Poutine organise sa propagande, mais en réalité ces émissions-là ne sont pas dans le top 100 ou le top 50 des émissions les plus regardées en Russie, parce qu'en fait les gens comprennent très très bien que c'est du pipeau, et en fait ils ne veulent pas le faire, mais ils ne veulent pas se mouiller, parce qu'en gros en fait vous savez dans la sociologie, tant que les gens vous reconnaissent en tant que gouverneur légitime, vous êtes légitime. Mais du moment où les gens disent « ils ne représentent plus rien », vous cessez d'être légitime. Et vous pouvez avoir tout le KGB, toute l'armée avec vous. L'Union soviétique s'est écroulée. En une semaine, personne n'est venu le demander, y compris Poutine qui était au sein du KGB. Il avait l'obligation, par le serment solennel du KGB, à défendre le régime communiste. Il n'a rien fait. C'est un traître. Patrouchev, c'est un traître. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'étais à l'étranger, on m'a interdit de le faire. Mais bien évidemment, je l'aurais pas non plus si j'étais en Russie. Non, j'ai fait comme eux. Mais eux, officiellement, sont traîtres. Et donc, ils vont tôt ou tard avoir la même chose contre eux. Sergueï, dernier sujet que je voudrais aborder avec vous. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une forme d'asymétrie de la guerre à travers la manière dont emploient les services qui sont aux mains des dictatures et les services occidentaux ou annexes, sur tout ce qui va être autour des fake news, des cyberattaques, des réseaux sociaux ou de la guerre économique. Quelle est un peu votre vue justement sur ça ? Ça, Poutine utilise d'une manière très intelligente, il faut bien le dire, il faut le reconnaître, parce que c'est facile en fait. C'est facile à faire, il suffit de mettre quelques jeunes hackers, quelques jeunes dans les entreprises, dans les fabriques à trolls, et puis c'est dans l'air du temps en fait. Déjà nous, en Occident, nous avons ça, même pas pour les services spéciaux en fait. Les jeunes adorent ça en fait, c'est quelque chose qui est très populaire. Et je trouve que les services occidentaux sont très timides par rapport à ça. Ça veut dire que dans ce domaine-là, il ne faut pas hésiter à rendre coup pour coup. Ça veut dire que il faut quasiment en fait tenter à débrancher son électricité, à arrêter ses trains, à arrêter ses avions par les coups de hackers pour lui montrer en fait qu'il n'est pas invulnérable par rapport à ça. Ouais. Et peut-être dernier sujet bonus, dans les années 70, il y a eu un projet aux États-Unis qui a été déclassifié il n'y a pas longtemps qui s'appelle le projet Stargate pour du remote viewing. J'avais cru lire ou entendre que les Russes ont aussi eu ce type de pratique au moment de la guerre froide. Qu'est-ce que vous en savez ou qu'est-ce que ça vous évoque ? Stargate dans le sens ? Stargate qui était un projet de remote viewing avec Ingo Swann, qui étaient des personnes qui faisaient de la vision à distance et donc qui s'entraînaient avec une forme de parapsychologie. C'est un thème qui est tabou dans les services secrets parce que dès que vous parlez, vous passez pour un guignol. En réalité, en fait, toute la déclassification qui a été faite, c'est de la part de la CIA, parce que la CIA, c'est le seul service secret qui déclassifie réellement les documents. Et donc, ils ont dit, oui, il y a eu la zone 51 aux États-Unis, oui, on a eu des rapports sur les OVNI, oui, on a utilisé le potentiel
non physique ou paranormal des personnes, parce que vous ne pouvez, en réalité, regardez, vous êtes le ministre de la Défense d'un grand pays. On commence à vous dire, il y a les soucoupes volantes qui volent au-dessus de votre pays. Vous pouvez rigoler autant que vous voulez, mais vous devez assurer la sécurité de votre pays. Donc vous êtes obligé quand même de faire l'enquête. Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux derrière? Parce que si jamais il y a quelque chose de sérieux, votre pays n'est plus protégé. C'est un problème de sécurité nationale, bien Donc sûr. c'est un problème de sécurité nationale. Donc vous êtes obligé de le faire. Si vous êtes dans l'espionnage, on vous dit, certaines personnes possèdent la capacité de lire à distance dans le cerveau des autres. Pour les espions, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. En fait, à quoi bon avoir la CIA si on peut avoir 3 clairvoyants qui lisent dans la tête de Poutine et qui savent tout ce qu'il pense et qui savent tout ce qu'il va faire. Donc c'est génial. Donc vous êtes obligé de le faire. Mais dès que vous parlez de ça en public, on vous prend pour un guignol. Dans tous les services spéciaux, il y a des départements qui utilisent ça, des départements très sérieux. Et maintenant, on déclassifie. La seule... Même en France, d'après vous? Bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Mais en France, vous avez maintenant un service gouvernemental. Vous avez du service gouvernemental. Si vous avez vu un OVNI, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, mais le GEPAN. Le GEPAN, voilà. Qui est dépendant du CNES. Voilà, le GEPAN qui dépend du CNES. Et je crois que la DGA aussi maintenant s'y intéresse. Mais il y a eu, par exemple, un rapport des généraux qui ont essayé, en fait, à Chirac de lui faire un rapport sur les OVNI. Ça a été très très mal pris par les politiciens. Mais il y a l'ancien ministre de la Défense canadien qui a dit, mais clairement, tout ça est étudié, il y a des choses très sérieuses et on les prend très au sérieux parce que vous avez un quart de pilotes militaires qui ont vu, qui sont témoins des choses, mais qui n'ont jamais parlé parce que dès que tu commences à parler, tu deviens être suspicieux, on dit ça y est, il pète les plombs, donc on va lui interdire les vols et donc personne ne parle. Et donc bien évidemment, c'est une affaire très sensible, mais c'est une affaire très sérieuse. Oui, et puis il y a un autre intérêt aussi, qui est un intérêt potentiellement technologique et de l'énergie. Si jamais demain on constate qu'il y a des technologies exogènes qui sont extrêmement pertinentes, pour ça que la Chine a communiqué le fait qu'aujourd'hui elle utilisait à fond l'intelligence artificielle pour étudier ce phénomène. Évidemment, il peut y avoir un sujet de compétition internationale. Bien sûr. Et il y a par exemple une chose, vous savez, c'est parmi les sujets qu'on traite, on dit toujours que sous l'Antarctide, en fait, il y a les extraterrestres qui sortent parfois par les trous de la glace et qui volent et qui vivent là-dedans, en fait. Mais le problème, c'est que les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en étant dans la Deuxième Guerre mondiale, ont organisé quand même, vous savez, il y avait une société Ahnenerbe de la SS qui étudiait tous ces phénomènes-là. Ils étaient tous très ésotériques. Himmler dirigeait ces sociétés et des émanations de ces sociétés sont allées au Tibet pour étudier toutes les contes, tous les mythes qui circulent. Et ils ont organisé une expédition en Antarctide. Il y avait une expédition américaine qui est allée là-bas, avec tout un tas de trucs où il y avait un groupe de scientifiques qui à un moment donné a disparu puis est réapparu, donc en fait les choses comme ça. Et à notre époque, camarade Patrouchev, l'ancien directeur du FSB, quand il était au FSB et après quand il était au Conseil de sécurité, il a pris un sous-marin. Et il est allé faire quelque chose en Antarctide et lorsqu'il est revenu, Poutine l'a décoré de l'ordre de héros de la Russie par un oukase secret. Qu'est-ce qu'il a foutu là-bas? Et il n'y a aucune déclassification de... Non. Chez les Russes, non. Aucune. Et chez d'autres services sur ce sujet-là? Si, il y a. Les seuls qui déclassifient. Donc, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, si vous avez les liens, ou en tout cas on essaiera de les mettre s'il y a des choses qui sont déclassifiées. Sergueï, merci beaucoup. Je le rappelle, vous venez de sortir votre livre. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot et on mettra les références évidemment en description? Donc l'ombre des légendes, c'est justement, en fait, j'ai pris les légendes, les grandes histoires de l'espionnage et je les regarde de l'intérieur, par mon œil d'ancien officier supérieur du KGB, du service d'espionnage, en essayant de montrer ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le traitement de ces grandes histoires. Et donc, je crois que le public appréciera beaucoup ce regard interne où je suis critique, parfois sarcastique, ironique, cynique par rapport à ces histoires.
Sergueï, merci beaucoup. Où est-ce que nos téléspectateurs peuvent vous retrouver? Vous êtes présent sur LinkedIn, sur Twitter? Je suis présent sur tous les réseaux. Donc c'est très facile disons que c'est difficile de ne pas me retrouver. Enfin, celui qui me retrouve pas, c'est vraiment quelqu'un qui connaît pas la technologie moderne. J'ai ma chaîne YouTube avec plus de 155 000 abonnés. Même si j'étudie, je mets beaucoup en russe, mais on peut utiliser la traduction automatique pour suivre ce que je raconte. Et puis après, je suis sur LCI assez régulièrement comme chroniqueur. Voilà. Et puis j'ai mes 7 livres édités et vendus toujours sur toutes les plateformes, étant dans toutes les librairies, en stock ou sur commande. Donc on mettra tous ces liens en description. Un grand merci Sergueï. Merci beaucoup.